Salut à tous et bienvenue dans le podcast Sweat Story. Sur ce podcast, nous recevrons des personnes connues et moins connues, mais tout aussi inspirantes, qui ont eu des vies extraordinaires et qui vous permettront d'être inspirés dans la vie de tous les jours. Bonne écoute à tous. Céline, salut, bienvenue sur le petit podcast Sweat Story. Je suis ravi de t'avoir enfin en call et pouvoir discuter un petit peu avec toi. Euh, Avant que tu te présentes, on a réussi à être mis en contact par Antea, qui est ta préparatrice mentale. Puis ça, Yes. on va en parler un petit peu après, parce que ça m'intéresse beaucoup savoir ce que tu fais un peu en prépa mentale dans ton sport, dans ton activité. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de toi, s'il te plaît? Carrément, merci beaucoup déjà de me recevoir dans le podcast. Du coup, je m'appelle Céline, je viens du nord de la France, je viens de Lille. Par contre, j'ai eu un parcours, on va dire, très international. Pour mes études d'abord, puis pour mon boulot, on pourra en parler. J'ai pas mal baroudé. J'ai vécu 8 ans en Asie, ensuite j'ai vécu 4 ans aux US. Et là, depuis quelques années, je suis principalement entre l'Espagne et le Brésil. Donc, on pourra en parler, mais donc, on va dire parcours très, très international. J'ai travaillé, donc j'ai fait mes études et j'ai d'abord travaillé dans la tech pendant une dizaine d'années. Et il y a 1 an et demi à peu près, j'ai décidé de démissionner et de me dédier à 100% à mon sport, qui est le beach volley. Et voilà, de me donner vraiment une chance de pouvoir me donner à fond, de voir jusqu'où je pourrais aller, d'avoir aucun regret, d'arrêter d'idéaliser aussi peut-être la vie de sportif de haut niveau que j'ai toujours eu envie de faire. Donc voilà, nouveau challenge, nouvelle aventure, complètement en dehors de ma zone de confort. Donc on pourra en parler aujourd'hui, mais voilà, en gros, on va dire, c'est mon histoire, mon profil. Je fais un peu le Trop bien. parcours à l'envers de n'importe quel sportif, peut-être à qui tu as déjà parlé ou à qui tu vas parler, où en général, entre 30 et 35 ans, ils se reconvertissent vers d'autres voies. Et en fait, moi, je tente pour vous l'inverse. Ah, trop bien, trop bien. Mais oui, c'est vrai, et putain, j'avais même pas fait le lien. C'est vrai que souvent, tu commences assez jeune ton sport, et puis on te découvre des compétences, et puis après, tu fais ton sport-études, et puis après, t'as ton pic à 25, enfin, ça dépend des sports, évidemment, mais à 25, 30 ans. Et en fait, Ouais. c'est vrai que j'avais même pas fait le lien, mais t'as fait complètement l'inverse. Euh, Est-ce que, quand t'étais jeune, c'était quoi t'as fait du sport, t'as fait beaucoup de sport, t'as fait du volley depuis toujours, c'est comment, toi, quand t'étais petit? Ouais, j'adore le sport depuis toujours. J'ai commencé à 15 ans le volley, donc quand même assez jeune, pas hyper jeune non plus. Il y a beaucoup de jeunes qui commencent encore plus tôt, mais bon, voilà. Quand j'étais en gros fin collège, début lycée, je crois à peu près. Et à partir de là, j'ai jamais arrêté. J'ai fait beaucoup de volley en salle d'abord, et ensuite j'ai transitionné vers le beach volley il y a entre 8 et 10 ans, on va dire. Et au début, vraiment, pour m'amuser, enfin, pour être à la plage. J'habitais en Asie où il fait beau toute l'année, donc ça aide aussi pour être dehors tout le temps. Donc j'ai un peu transitionné à ce moment-là où je travaillais à Singapour et où du coup je suis passée du indoor au beach volley, mais donc ça a toujours été dans ma vie. Et avant ça, j'avais fait de l'escrime, complètement différent. J'avais toujours fait du sport à l'école, j'étais toujours très sportive et du coup, voilà, ça a toujours été très important pour moi. Je me suis même posé la question de faire sport-études, que j'ai pas fait au final. Enfin voilà, c'était déjà, et c'est rigolo, j'en ai reparlé encore avec mes parents assez récemment depuis que j'ai un peu changé de vie, etc. Parce qu'on avait eu cette conversation quand j'avais 15 ans, quoi. Est-ce Ok. que je devrais plutôt partir et faire vraiment pousser le sport, ou est-ce que c'était plutôt mes études ou non, ça fait déjà longtemps. C'est pas un truc que j'ai commencé là il y a 1 an et demi. Ça a toujours fait partie, et ça a surtout de plus en plus fait partie de ma vie jusqu'à un point où je travaillais beaucoup et je m'entraînais beaucoup. Et du coup, c'était un peu un point de frustration pour moi où j'avais l'impression de pas réussir à faire les deux aussi bien que Ouais. j'aurais voulu le faire. Et ça a un peu été aussi un déclencheur dans le choix de partir vers l'un ou l'autre, parce que j'avais l'impression d'être arrivée à un moment où j'avais beaucoup de responsabilités au travail, et en même temps je voulais m'entraîner beaucoup, donc je m'entraînais de 6 heures à 8 heures le matin, j'allais à la muscu des fois après le soir, enfin j'étais vraiment
fatiguée et plus trop envie. J'arrivais plus trop, quoi, à faire les 2. Ça a aussi été un des déclencheurs de choisir, de me donner à fond dans le sport pendant que je pouvais encore. On dirait que j'ai 70 ans, mais ça reste, notre corps, il y aura c'est pas pour toujours qu'on pourra faire du sport vraiment à haut niveau et le pousser, le plus possible C'est donc clair. voilà aussi, une des parties du choix. Et on viendra après justement sur ce moment-là où tu as fait le choix tu fait le choix, tu as fait ton choix justement à ce moment-là. Et Mmh. si on revient un petit peu avant, tes parents, tu parlais de tes parents juste avant, et un peu du choix d'aller en sport-études ou pas. Tes parents, ils étaient comment avec toi? Est-ce que c'était l'école avant tout et les études, ou c'était plus, «Écoute, nous de toute façon on te soutiendra, que tu fasses les études, le sport, de toute façon on est avec toi», et c'était quoi un peu le mood, à la maison de ce côté-là? Ouais, déjà, c'est marrant parce que en ce moment, enfin, maintenant que quand tu vois, je joue à un plus haut niveau et tout, déjà, je me rends compte qu'il y a énormément de filles qui jouent à un bon niveau, qui ont des parents, sportifs aussi. Mmh. Forcément, comme dans tous les corps de métier, on va dire, et donc des filles qui sont poussées depuis, toute petite à faire ça et cetera. Non, moi, j'ai pas du tout des parents sportifs dans le sens où eux-mêmes, ne font pas, du tout de sport. Après, ça a toujours été plutôt, bah, je pense qu'ils m'auraient je sais pas, c'est dur de regarder en arrière. C'est sûr Ouais. que pour eux, c'était plus important les études. Enfin, les études, c'était vraiment le plus important. Surtout réussir à je viens d'une famille où on est que des filles. J'ai 2 grandes sœurs et je sais pas pourquoi, mais ce que j'ai en tête, c'est vraiment vouloir être indépendante, dépendre de moi, et ouais, dans ma tête, c'était bien réussir, les études. Je venais aussi dans mon lycée, c'était plutôt un bon lycée où il y avait un bon niveau. Tout le monde voulait faire des études de médecine, des études d'ingénieur et cetera, donc j'étais aussi un peu dans ce entourée. Il y avait pas beaucoup d'exemples autour de moi, par exemple, de gens qui partaient dans d'autres voies. Donc je pense que si vraiment j'avais insisté, ils m'auraient peut-être soutenue, mais la discussion, même quand elle est venue sur la table, du sport, par exemple, de partir dans des crêpes ou enfin les trucs de comment sport-études, c'était souvent, ouais, c'était d'abord les études et c'était pas forcément les meilleurs lycées qui étaient liés à ces trucs-là et les meilleures, OK. études. Donc c'était plus, de se dire, bah, pour moi, à ce moment-là, le sport et pour eux aussi, je pense, c'était plus sur le côté et pour me permettre de me développer. Je pense que ça m'a ouvert aussi énormément, heu, beaucoup, quoi. Ça m'a sorti de mon milieu aussi, de là où j'étais, parce que c'était un autre monde, d'aller au club de volley. On était liés par le fait qu'on joue au volley, mais on n'était pas liés par le fait qu'on venait du même milieu social. Ou, du coup, ça m'a ouvert aussi à dans tous les sens, quoi. Mais ça t'ouvre à plein de trucs différents. Donc, moi, je pense que ça m'a vraiment permis de voir plein d'autres choses par rapport à quand tu es au lycée. T'as pas vraiment de toi-même. Tes amis viennent de ton lycée. Tout est un peu autour de toi. Et d'avoir quelque chose en dehors, ça a Mmh. toujours été un moyen de m'ouvrir à d'autres choses. Et d'ailleurs, quand j'ai travaillé après, bah, le volley, ça m'a toujours permis. J'ai beaucoup bougé d'endroits. Donc, à chaque fois, je recherchais un club ou je recherchais. Et ça me permettait de rencontrer des gens en dehors de mon travail ou en dehors tu vois, de ce que je faisais. Donc, ça m'a ouvert quand même beaucoup. Mais ouais, je dirais, je viens pas du tout d'une famille de sportifs et c'était quand même plutôt, les études, d'abord à la maison. Mais encore une fois, j'ai pas le souvenir qu'on m'a forcée ou quoi que ce soit. Ouais, C'est ouais. moi aussi, j'étais bonne à l'école. Je pense que c'était ça aussi quand j'en ai parlé à mes parents, c'est qu'ils voyaient que j'étais très bonne à l'école et c'était un peu quand je leur en ai parlé, en tout cas, c'était le fait de dire, bah, pour eux, je pouvais faire les 2. C'était pas de devoir choisir l'un ou l'autre. C'était en tout cas, pas abandonner à ce moment-là de la vie qui était quand même assez tôt, d'abandonner, complètement les études, par exemple, ça aurait pas Mmh. été, envisageable et ils voyaient que je m'en sortais bien, quoi. J'ai toujours été dans les premiers de ma classe, à être hyper curieuse et à bien aimer les études aussi. Donc on m'a pas forcée non plus à continuer là-dedans. Ouais, et puis après, ce qui est aussi, normal en tant que parent, c'est que, si tu bonne à l'école, que tu travailles bien, que le sport, ça reste un loisir, même si tu fais un peu de compétition et que tu es forte aussi, bah, c'est normal d'être un peu biaisé et de vouloir pour son enfant, bah, qu'elle trouve un taf, Mmh. qu'elle gagne bien sa vie, et ensuite le sport, on verra après. C'est que c'est compliqué quand tu viens pas d'une famille de sportifs, et que tu pas l'exemple. Bah, en fait, ton exemple, c'est la société, et la société souvent c'est, bah, voilà, tu fais tes études, tu trouves ton taf, donc c'est pour ça que c'est intéressant, parce que ça montre quand même pour la suite une grosse fracture, puisque, avec justement ce parcours, on va dire, alors ton travail, on va en parler, mais «traditionnel» entre guillemets, où tu fais tes études, tu fais un peu de sport à côté, Ouais. enfin tu fais du sport à côté, puis après tu trouves ton travail.
Ouais. Donc ouais, ça paraît relativement normal de la part de tes parents d'avoir fait ça. Mais après, toi, tu disais justement que et après que tu avais bougé beaucoup avec le travail, c'est quoi la suite après les études qui fait que que tu bouges beaucoup? Toi, c'était quoi ton job principal pendant ces années-là? Bah, déjà, j'avais pas mal voyagé, avec mes parents et mes sœurs. C'est vraiment un truc, depuis petite, tu vois, c'était pas, je sais pas, on n'avait pas une belle voiture, enfin la plus belle voiture ou la plus belle des maisons. Mes parents, en tout cas, ce qui leur a toujours, importé, c'est qu'on ait des moments ensemble. Donc c'est toujours, hyper important de tu vois, bah, l'été évidemment, on partait, en tous les 5 on partait, ensemble. Mais, aussi pendant l'année, ça arrivait, qu'on parte, on faisait des voyages assez loin et on partait ensemble, tous les 5 et c'était des moments qui étaient très important. Donc, souvent, ils me disent ah, bah, t'es tout le temps aux quatre coins du monde, mais au final, je leur dis souvent que c'est eux aussi qui m'ont donné la chance, en tout cas, de découvrir ce qu'il y avait de-delà de nos frontières et de s'ouvrir à plein de trucs, etc. Donc, pour moi, l'international, je sais pas, j'ai toujours eu la bougeotte un peu de vouloir aller travailler et découvrir enfin, déjà travailler. J'avais fait mes études déjà, j'avais fait 1 an d'études aux US, pendant mon cursus scolaire et ça m'avait donné envie en fait, tu vois, d'être, tu vraiment pour le coup là, t'es la française, t'es une des seules, tu représentes un peu ton pays, tu l'impression d'être, tu différent au final, Mmh. au milieu des autres et ça j'aimais bien que quand t'es en France par exemple, tu un peu on n'est pas tous pareils, évidemment on a des différences mais là, tu te retrouves dans un cadre où tu es entouré par la différence et j'ai tout de suite bien aimé. Et ensuite, pour le boulot, en gros, j'ai toujours été dans la partie commerciale des différentes entreprises que j'ai fait. Ça a toujours été mon truc d'être. J'aime bien, tu vois, parler avec des clients, ça me dérange pas. Et j'ai commencé au téléphone à démarcher des clients jusqu'à manager des équipes de vente. Et donc, en gros, ça a toujours été dans la vente et dans la partie commerciale. Et ça, pour le coup, tu OK. vois, je me suis pas trompée en soi. Souvent, on me demande comme j'ai changé un peu à 360 degrés de vie, en tout cas pour l'instant, parce que je pense qu'on peut avoir plein de vies dans une vie. Mais c'est pas un métier que j'aimais pas, tu vois. Je suis pas partie d'un truc que j'aimais pas en me disant j'en ai marre, j'aime pas mon Ouais. boulot. C'est vraiment que j'avais ce truc en moi de vouloir me tester et voir jusqu'où je pouvais aller. Mais j'ai aucun doute que je suis dans la bonne. Enfin, j'avais pas de doute d'être dans le bon truc ou pas. Tu vois, il y a des gens qui se trompent un peu d'orientation, par exemple, parce qu'on Mmh. doit quand même choisir jeune. T'en sais rien de ce que tu veux faire, tu sais pas ce que le métier il est. Et, je sais pas, tu pars dans des études d'ingénieur et après tu te dis oh, genre, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Pour moi, en tout cas, je me suis pas plantée là-dessus et j'aurais pu, hein, mais je me suis pas plantée. C'était un domaine dans lequel que j'aimais bien et où je m'en sortais bien, quoi. Donc c'était toujours dans la vente. Et t'as pas eu peur moi quand je t'entends quand j'entends parler comme ça de bouger d'endroits un peu souvent et tout, y a pas eu de d'appréhension particulière ou de peur d'être toute seule, de tout recommencer à chaque fois, c'était comment toi ton mindset quand tu c'était de l'excitation peut-être aussi, un peu des 2 je sais pas? Ouais, pour moi, c'est de l'excitation. J'aime bien. J'aime bien découvrir de nouveaux endroits. J'aime bien voyager. Enfin, j'aime bien découvrir. J'adore rencontrer de nouvelles personnes. Après, maintenant que je l'ai fait plein, plein de fois, tu vois, de plus en plus, et je continue à le faire, mais de plus en plus, ça me coûte en me disant, tu vois, alors, genre là, par exemple, je suis en Espagne, mais je sais que je suis ici pour 6 mois, là, à peu près, là où je suis en ce moment. Et bah, du coup, je sais que je m'investis moins pour essayer de rencontrer encore de nouvelles personnes. Et tu sais, quand t'es nouveau, tu dois être la personne super sympa qui s'intègre facilement. Et en Ouais, fait, au bout d'un moment, ça devient un peu fatigant. Tu vois, t'as ouais. envie Ouais, bien sûr. d'être toi aussi. Mais en tout cas, quand j'étais plus jeune, non, non, ça me motive. Enfin, ça a toujours été plutôt excitant pour moi. Après, c'est toujours dur, hein, parce que déjà à l'époque, on me disait, ah, mais t'as une super vie pour toi, forcément, c'est facile. Mais forcément, c'est quelque chose de difficile de partir tout seul. T'es jeune, tu connais personne, tu une autre langue, une autre culture, c'est pas simple. Donc oui, souvent quand on me dit t'as de la chance, bah oui, mais beaucoup de gens le font pas en fait, de le faire. Et donc c'est sûr que c'est des super opportunités, mais oui, il y a des moments où tu te retrouves tout seul. Quand mes copains ils ont commencé à se marier, bah j'étais pas là parce que j'habitais à 14 heures d'avion. T'as des moments que tu loupes aussi, donc c'est des choix à faire et il y a jamais un truc parfait, mais j'ai dû avoir de temps en temps un peu peur, mais c'est plutôt. Moi, je sais qu'à chaque fois que je partais dans des autres endroits, je me vois encore à l'aéroport à pleurer. À chaque fois que je partais, je pleurais.
avec ma famille pour se dire au revoir, etc. Mais une fois que j'étais partie et que je commençais un nouveau truc, non, j'étais contente de commencer quelque chose de nouveau. Et tu découvres tellement de choses nouvelles que c'est chouette, plutôt. T'as des critères un peu de te dire, bon, j'y vais si ça vaut le coup parce que c'est là-bas, ou c'est une opportunité de travail à chaque fois, ou c'est par rapport au lieu aussi où tu vas. C'est quoi ton critère numéro un qui fait que, ok, bah là, j'y vais et en fait, je vais kiffer parce que je pense que effectivement, tu me dis, c'est de l'excitation. Bon, t'as forcément un peu d'appréhension, j'imagine, mais Mmh. c'est quoi le truc qui te fait vibrer, justement, qui te fait bouger, qui dit, ok, bon, vas-y, trop bien, j'y vais. Ouais, je pense que c'est le lieu, Ok. parce que tu vois, j'ai toujours choisi des lieux qui me donnaient vraiment envie. Après, par exemple, Singapour, c'était via l'école. J'avais fait 1 an, de master dans une école, il y avait à l'ESSEC où il y avait un campus là-bas et du coup, je connaissais pas du tout et je savais pas du tout que je suis restée 8 ans, au final, c'est énorme. Mm. Mais je savais pas du tout que j'allais rester si longtemps. Mais bah, je connaissais pas l'Asie du tout, donc je me suis dit: «Bah, ça peut être trop cool, de découvrir, l'Asie et cetera». Donc j'étais allée, mais je dirais que c'est plus l'endroit que, tu vois, genre, je sais pas, on dirait c'est un super truc professionnel, mais c'est, Au fin au fond de la fin Chine. fond de la Finlande. Bah, je Ok. crois que, enfin, je veux dire, enfin, j'en sais rien, je suis Mm. jamais, enfin, parce que quand même, il faut souvent qu'il y ait du soleil. Ok, bon, Bon, déjà, c'est un bon critère. Ok. j'ai beau dire, tu vois, genre, quand tu vois les endroits où je suis allée, c'est quand même des destinations déjà plutôt sympas et où il y a du soleil et où je sais que, enfin, c'est con, mais je sais que pour moi, pour être bien et heureuse, bah, ça fait partie aussi du truc. Peut-être que c'est un traumatisme d'être née à Lille, j'en sais rien. Mais pour moi, il fait beau, il y a du soleil, j'ai envie d'être dehors, j'ai envie d'être dans la nature, j'ai envie de faire plein de trucs. Si je me vois pas du tout vivre tu vois, genre, je sais pas, en Irlande, quand je travaillais chez Google, le siège, il est à Dublin, mais ils auraient pu me payer tout l'or du monde, j'y serais pas allée, en me proposant la meilleure opportunité professionnelle. Pour moi, je sais pas, c'est plus le lifestyle que l'opportunité Ok. professionnelle, parce que je pense qu'on peut trouver des super opportunités partout. Donc c'est pas forcément l'opportunité en soi, c'est C'est le bon, lieu, quoi, et le soleil. Mais, s'ils me disent tout l'or du monde, peut-être que si j'exagère pas, si vraiment c'est un exagère. truc incroyable, j'irai en vacances au soleil, mais quand même, je priorise plus, en tout cas maintenant, le quotidien et la qualité de vie au quotidien, parce que je pense que sinon ça tient pas dans la durée, tu vois. Si c'est un truc, Ouais. c'est juste pour un truc qui te motive pas tant que ça au final, bah ça tient pas vraiment dans la durée. Ouais, et puis j'ai envie de dire, si t'as du soleil, en théorie, toute l'année, en théorie, t'as la plage qui est pas trop loin, quoi. Et les ondes, Exactement, forcément, si il la y a plage de qui la est pas trop loin, plage. tu peux faire du beach, quoi. Ah Donc, oui, ah bah ça ça peut c'est se clair vendre, que maintenant, ça exactement, peut, dans ça, les dernières c'est, années, c'était le critère numéro un, c'est il faut au que ce fin soit fond de près de la l'Irlande, plage. Ah non, oui. Bah, après ça tu peux peut être trouver ouf. du beach, tu vois, quand j'ai habité à New York, quand même je m'entraînais, pratiquement tous les jours et je jouais au beach, à Ok, l'année, tu vois? Alors que tu t'imagines pas qu'à New York, il y a du beach volley, mais il y a du beach volley. ok. Mais oui, c'est compliqué, il y a pas beaucoup d'endroits, on s'entraîne à 6 heures du mat parce qu'il y a pas beaucoup de terrain, donc du coup, ils sont tout le temps pris. L'hiver, il fait froid, tu avec tes doubles chaussettes, 3 leggings et 2 pulls. C'est un autre délire, quoi. C'est un Hmm. autre truc. Mais c'est possible. Ouais, c'est cool. Mais oui, Ok. oui. Aujourd'hui, surtout maintenant, bah ouais, mon critère principal, c'est que ça soit près de la plage et que je puisse m'entraîner. Et par contre, je sais, enfin, en plus, je suis un peu dans cette comment de réfléchir un peu, tu vois, genre où est-ce que je voudrais un peu plus me poser. Et je sais que par exemple, à chaque fois que je vais au Brésil, j'adore être à Rio parce que ça combine. Il y a le volley, il y a la plage, il y a les entraînements, il y a le fait que ça soit, ouais, il y a du soleil forcément et tout, mais il y a aussi toute la culture à côté qui est trop sympa. Les gens, ils sont hyper accueillants, la bouffe, elle est trop bonne. Il y a plein d'autres trucs, on va dire, en dehors du volley. Et il y a aussi le fait que c'est quand même une grande ville et il y a, je sais pas, il y a plein d'entrepreneurs, ça bouge, quoi, tu vois, Ouais, il y a pas que ça non plus. Donc c'est ok. essayer de trouver des endroits, mais c'est pas si simple, qui alignent un peu tout. Donc je suis encore à la recherche de ces lieux, mais il y en a quand même quelques-uns déjà que j'ai bien repérés et que j'aime bien. Alors justement, pour parler un peu de ta pratique, quel beach volley, euh, c'est quoi la différence avec le volley classique par rapport au nombre de joueurs, s'il y a différence dans les règles, s'il y a différence aussi
Bon, forcément, on a bien compris que beach volley, sauf pour ceux qui parlent pas La anglais, mais il y a plage. quand même un peu de sable. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les diffs qu'il y a entre volley classique puis le beach volley? Ouais, carrément. Bah, alors le principal, c'est que c'est 6 joueurs. Donc en salle, c'est six joueurs contre 6 joueurs. Au beach volley, on n'est que 2. Donc c'est vraiment un sport, enfin c'est vraiment différent. La surface, donc comme tu l'as dit, en volley en salle, on est dans un gymnase. En gros, il y a Mmh. pas de vent, il y a pas de soleil. Là, nous, on est sur la plage, donc les conditions, elles changent tout le temps. En fait, il peut y avoir une énorme plein de vent qui vient de la gauche, de la droite, le soleil dans la tête, le sable qui est différent à chaque fois. Tu vois, quand tu joues en salle, c'est la même salle partout. Même si tu te déplaces d'un endroit à l'autre, c'est toujours pareil. Le beach, c'est vraiment, faut t'adapter à chaque fois à tout, quoi. Ouais, même le sable, tu peux t'enfoncer énormément, donc tu peux pas beaucoup sauter. T'as d'autres sables, t'as pratiquement pas beaucoup de sable, donc là, tu peux sauter beaucoup. Donc tu dois tout le temps t'adapter. C'est pas du tout un sport. Le beach, on n'a pas vraiment. Je pourrais rentrer plus dans les détails, mais tu vois, on n'a pas vraiment de coach. Après, tu as un coach qui t'entraîne, etc. Si tu es dans les équipes fédérales, donc c'est-à-dire les équipes vraiment nationales, là, ils ont tout un staff, évidemment, qui sont avec eux. Mais la majorité du temps, tu n'as pas de coach qui est là avec toi dans les tournois. Tu es juste toi et ta partenaire, pour moi. Donc Mmh. voilà, ça se joue que. Donc c'est 2 filles et 2 garçons. Il peut y avoir maintenant, ils font de temps en temps des équipes mixtes, mais c'est pas des compétitions officielles. Des Les événements, compétitions quoi, ouais. officielles, c'est Mmh. ouais, c'est filles et garçons chacun. Mais d'ailleurs, ce qui est le même pour le volley en salle. Mais ouais, par exemple, pendant les tournois, c'est plus comme du tennis, dans le sens où on n'a pas de coach, il n'y a pas de changement de joueur. Donc, tu es vraiment toi tout seul avec ton partenaire à essayer de trouver des solutions pour t'en sortir. Et c'est pour ça qu'on pourra parler de la prépa mentale aussi. C'est un sport hyper mental parce que c'est un sport d'équipe, mais encore une fois, il n'y a pas de changement de joueur. Donc, tu peux pas, même si ça se passe mal, tu peux pas sortir du terrain, tu peux Mmh. rien faire. Et en général, comme t'es que 2, en gros, il y a une personne qui est choisie. Tu vois, tu regardes l'équipe d'en face et tu te dis, bon, ok, on va choisir Céline et on va tout servir sur elle et jusqu'à ce qu'elle craque, entre guillemets, quoi. C'est un peu le but du jeu. Donc, c'est très OK. mental. Et ouais, je pense que pour moi, c'est ça c'est beau, c'est plus stratégique aussi parce que déjà, le terrain, il fait à peu près la même taille, tu vois. Faut se dire qu'on est 6 en salle, il y a Ouais. 6 joueurs sur un terrain il y a 1 mètre de différence. Donc, Heu, au final, ouais. ouais, t'as 1 mètre, c'est 8, enfin, t'as 1 mètre derrière, 1 mètre. Ouais. Et OK. au beach, t'as toujours un endroit où tu peux mettre le ballon sans vraiment taper le plus fort possible, juste si tu regardes bien, mais bon, ce qui est difficile, hein, mais parce que ça va vite. Mais t'as toujours des endroits où il y a de la place sur le terrain, il y a que 2 joueurs au final. En indoor, au final, c'est beaucoup la puissance. Donc, c'est celui qui va taper le plus fort parce que tu as 2 personnes au bloc devant toi, tu Ouais. as 4 personnes derrière en défense. Donc, c'est taper le plus fort possible. Alors qu'au beach, ça peut être d'être plus stratégique et de mettre le ballon là où tu vois qu'il y a personne, pas forcément en tapant le plus fort. Donc, aussi physiquement, en général, les joueurs qui jouent au beach, tu peux être un peu plus âgé, enfin, tu peux continuer à jouer au beach un peu plus longtemps parce que c'est moins juste de la force. Et ouais, taper le plus fort possible, mais plus stratégique et mettre les ballons où il y a personne. Toi qui as fait les 2, il a commencé par le volley normal. En termes de qualité physique, parce que moi, quand j'entends ça, je me dis le volley tu m'as dit à 6. Ouais, c'est 6 contre À 6. 6, en fait, c'est plus du positionnement, du réflexe, et tu vas toucher le ballon. Soit tu vas même pas toucher le ballon sur un échange Ouais, c'est possible. parce qu'en fait, va y avoir un, 2 coups et donc il y a que 2 joueurs qui vont toucher ou 3. Alors qu'au beach volley, en fait, tu touches quasiment 1, 2 fois, voire 3 fois le ballon pendant les échanges, quoi. Tu te Ouais, fais des ouais. passes, tu vas se matcher, tu vas être remonté au filet, tu vas parer, puis si l'autre envoie le ballon après enfin, ça peut se faire où tu vas pouvoir jouer plusieurs fois. T'es dans du sable, donc forcément la surface, en termes d'appui, en termes de saut, en termes de déplacement, bah forcément ça demande plus d'énergie. Euh, et donc moi je vois ça plus comme un effort presque lactique, vraiment comme au tennis justement, tu faisais le parallèle, je trouve que c'est super intéressant. Plus comme le volley où c'est plus explosif, mais ça c'est juste de mon point de vue extérieur. Toi, autre qui a fait les deux, comment tu vois Ouais, les choses, la quoi. condition physique au beach volley, elle est genre primordiale. Genre, tu peux Ouais, pas jouer au ok. beach volley si t'es pas hyper cardio et fit. Enfin, Hmm. fit dans le sens où t'es vraiment en forme physiquement parce que
c'est pas possible, quoi. On se rend pas compte quand on voit même à la télé, etc. Mais dès que les gens ils viennent juste dans le terrain, ils disent quoi, il y a que 2 personnes là-dedans. Enfin, c'est immense et tu dois. Après les deux, on est deux, mais on a chacune un rôle différent. Il y en a une qui est bloqueuse, donc elle est plus au filet. En général, moi c'est pas mon rôle, c'est souvent c'est la plus grande. Entre les deux, si tu vois une équipe de beach, en général, t'as une fille qui est très grande, Tu fais 1 mètre combien, toi? 1m75. Et je suis petite. Et t'es toute petite. Et ta partenaire, elle fait Ouais. combien? 1m90. Waouh! Ok. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ok. Ouais, donc Donc, là, en pardon, je t'ai gros, coupé. Ouais. Ok. non, mais donc du coup, bon, après 1m90 en fille, c'est déjà grand, mais bon, il y a des filles qui sont plus grandes aussi. Mais ouais, 1m80, 85 pour une joueuse de beach volley, c'est plus normal que 75. Mais bon, il y en a et c'est possible, il faut juste sauter plus haut et t'as juste un jeu différent aussi. Comme je te disais, tu vois, ça peut être plus placer les balles, donc c'est pas forcément de taper le plus fort possible, mais t'as plein de filles qui sont plus petites, mais hyper techniques, qui bougent hyper rapidement et qui vont placer le ballon à chaque fois là où il y a personne. Et en fait, c'est hyper dur. Donc c'est possible d'être plus petit, mais c'est quand même un sport où ça aide d'être grand. Il y a pas à dire. Mais ouais, du coup ce que je disais, les deux joueuses, on a chacune un rôle différent. Mais oui, physiquement, pour moi qui ai fait les deux, je trouve que le beach volley c'est beaucoup plus complet et tu dois être beaucoup plus. C'est plus du cardio au final que le volley. Le volley en salle, ça va plus être de l'explosivité, des efforts très très courts, même si le beach volley c'est aussi assez court quand on compare à d'autres sports, mais c'est plus court, t'as moins de rallyes où tu cours vraiment dans tous les sens. Là, faut s'imaginer que t'es tout le temps en train de courir dans le sable et du coup la fatigue elle devient importante. Comment tu gères ta fatigue, elle devient aussi importante dans la stratégie du jeu. Tu vois, c'est pour ça qu'en général tu choisis une fille entre les deux, quoi. Tu choisis un joueur, une joueuse, et tu veux pas la lâcher parce qu'en fait, t'essaies de l'atomiser, quoi. Tu l'as fini, de l'atomiser, que physiquement. Et comme ça se joue en 2 sets gagnants, et si tu te fais servir tout le temps et que t'es tout le temps sous pression à devoir marquer les points, etc., et t'es là en récep et t'attaques et tu vas servir et tout, et ben au final, vers la fin du match, ça peut faire la différence quand t'es dans le money time et qu'il faut pas faire l'erreur, et ben et puis mentalement, parce que j'imagine que tu sais dès le premier service que c'est toi qui es visé. C'est une des deux. Il y a pas de. Il y a une chance sur deux, et exactement, tu sais, il faut pas le prendre personnellement, mettre ton ego dedans. Bon, allez, tu sais parti. que de toute façon, il faut qu'ils choisissent une joueuse sur les deux. Après, évidemment, en fait, c'est plus par exemple, tu vois, genre moi, ma partenaire qui fait 1m90, c'est une joueuse qui tape très fort, qui est très physique, et moi, par exemple, je vais être plus à justement ce que tu disais, faire plus de shots et être plus rapide, mais c'est un jeu différent. Et donc après, tu peux choisir. Nous, par exemple, comme ma partenaire est très grande et qu'elle bloque bien, etc., des fois, on peut choisir de servir la fille qui est paraît plus physique, tu vois, qui va taper plus fort, mais on préfère défendre quelqu'un qui tape plus fort que quelqu'un qui fait que de placer, parce que tu dois courir dans tous les sens, justement. Alors qu'une fille qui tape fort, si tu te mets en face d'elle. Donc après, c'est un choix, mais de manière générale, moi, par exemple, je sais toujours que je vais me faire servir. Ma partenaire, elle est immense, elle tape très fort. Genre, c'est rare les équipes qui ont envie de la servir elle. Donc, je sais que ça va être moi. Et c'est pour ça que mentalement, il y a toute une préparation aussi à faire, parce que surtout au début, quand je commençais, ben, si tu commences un peu mal ton match et que tu n'arrives pas trop à réceptionner, parce que c'est quand même un sport technique, tu vois, si techniquement tu n'arrives pas à faire les gestes, tu cours pas, tu vois, c'est pas un truc où tu peux te rattraper sur autre chose. Enfin, si tu n'arrives pas à réceptionner le ballon et qu'il part dans tous les sens, tu peux rien faire. Ça marche pas. Et donc, du coup, si tu sais que t'es servi, t'es sous pression, si c'est des matchs importants. Et au tout début, j'ai commencé assez vite à jouer des matchs internationaux parce que c'était mon objectif, ce que je voulais faire, etc. Mais du coup, à un niveau élevé, quoi. Et du coup, c'est beaucoup de pression. Je me mettais aussi de la pression vis-à-vis de mon changement, moi, personnellement, de vie. Et aussi du fait que j'avais pas commencé à jouer au volley, au beach, en tout cas, quand j'avais 5-10 ans, tout ça. Donc, je me mettais beaucoup de pression. Et donc, comme c'est très, très, très mental, bah, tu peux tout de suite peut-être te dire oh merde dans ta tête. Si tu commences à te dire oh merde, j'y arrive pas, et elle s'attaquer contre moi, et tu peux être vite dans ta tête en fait à te focaliser sur le truc que t'as raté. Mais c'est ça le plus tu dirais que c'est cette partie-là qui est la plus dure à gérer mentalement, tu vois, quand on voit un match de tennis, moi je compare, je pense que la comparaison elle est top avec le tennis. J'ai jamais fait cette comparaison, mais c'est avec les changements de terrain, la pause, le fait déjà du ballon, du filet, enfin t'as quand même pas mal de similarités.
Et puis pareil, du travail d'appui, hein, droite, gauche, devant, derrière, enfin, c'est très similaire en fait, effectivement. Et puis même quand tu me parles de mental, souvent quand tu es dans un set, ça se joue en 11, ça se joue en Non, nous, 15. c'est des sets de 21 points Ah, et ok. tu dois gagner 2 sets de 21 et si c'est fait un set partout, tu vas à un troisième set de 15 points. Ok, donc c'est 21 et 15 le dernier, où tu as espèce de tie-break à 15 points. Ok. Ouais. Et ok, donc ça veut dire que toi, souvent, comme au tennis ou même dans les sports où justement tu as des points comme ça, où le match se termine quand tu as atteint le point et pas un temps. Souvent, voilà, quand tu es en retard de points, tu as souvent aussi un gros travail pour te dire, ok, concentre-toi, tu vas y arriver, tu vas retourner le truc, etc. Et là, quand Ouais. tu as l'air d'en parler le plus, c'est plus cette partie-là où justement tu sais que tu es pris pour cible. Et donc, est-ce que c'est ça le côté principal mental à gérer, ou est-ce que c'est un truc en plus parmi l'ensemble des facteurs mentaux à gérer, quoi? Ouais, c'est un truc en plus, pour moi en tout cas, je pense, parce que tu es vraiment comme, ouais, c'est un peu comme au tennis ou même un sport individuel. En fait, souvent on me dit Mmh. aussi que le beach, c'est un peu un sport individuel que tu joues à 2. Parce que tu vois, ouais, si techniquement, si par exemple vraiment j'arrive pas à réceptionner ou comme c'est moi qui suis, on va dire, servie, mais bref, ma partenaire, elle peut m'aider aussi, elle peut attaquer, tu vois, le ballon. Si moi je lui lève en le premier ballon, elle peut attaquer le deuxième, elle peut m'aider au service, elle a d'autres choses où elle peut faire des points. Mais je dirais que c'est un truc en plus que tu te rajoutes parce que peut-être au tennis, peut-être ouais, en double, en simple en tout cas, t'es tout seul. Donc c'est toi qui empathie entre guillemets, là tu as Ouais, quand bien même sûr. ta partenaire avec toi, donc tu te dis que si toi tu arrives pas vraiment à jouer, bah l'autre elle peut pas vraiment faire grand chose. Enfin, tu as cette partie là, mais tu as aussi clairement le fait que c'est point par point, tu dois vraiment oublier le point d'avant, que c'est un sport d'erreur, donc tu vas faire des erreurs, c'est normal, mais réussir à se reconcentrer à chaque fois à chaque ballon, en oubliant le point que tu as fait avant, ou tu as peut-être raté, ou tu pas bien. Et ça, je pense que Comment tu fais pour faire ça? Parce que c'est ah ça bah, le plus dur. C'est pas c'est le rester plus sur dur. le. Et ouais, Federer qui en parlait encore Ouais. dans son interview là, enfin son speech récemment. Mmh. C'est un des trucs les plus durs. J'avais entendu Tony Parker aussi qui disait Ouais, à avec quel Kobe point Bryant. c'est ouais, Kobe delete, Bryant. delete, Ouais, delete. ouais, Et exactement. c'est sûr que c'est la clé. Moi, j'essaie de me dire dans ma tête que chaque ballon c'est un nouveau match et que c'est une opportunité. Mais bon, en vrai, c'est dur quand t'es mené. Tu sais que t'es mené, tu sais que va falloir que tu remontes jusqu'à leur score et ensuite que tu dépasses. Ça arrive souvent que tu arrives à remonter peut-être jusqu'au score et à un moment tu arrives à 19-19 pour nous parce que ça va jusqu'en 21. Là, tu te dis ah ça y est, je suis enfin remonté, hop, tu Et boum, tu perds fais descendre. Ouais, ok. et boum, ça repart. Donc non, il y a vraiment ce truc c'est un jeu d'erreur, un jeu de ouais où c'est au point et donc du coup tu as toujours ce truc un peu même mentalement. Et tu vois, c'est même, écouté même une interview de Alex Kleinman, je sais pas comment, bref, elles ont gagné, à Tokyo, elles ont gagné les Jeux Olympiques. Et elle disait que elle gagne en 2-7-0, donc elle gagne bien, quoi. Et mais dans le deuxième set, elle s'est dit, waouh, on est en train de gagner les JO, quoi. Elle le raconte dans le podcast. Et là, elle fait deux zips, comme on appelle, c'est en gros le Ouais. ballon, il t'échappe, quoi. Mmh. Et juste parce que dans sa tête, elle s'est dit, waouh, on va gagner, tu vois. Ouais, Et du coup, elle se bah, défocus en fait. Elle se défocus elle se à ce défocus. moment-là, Ça, j'ai ouais. l'impression que c'est tout le temps, et ça m'arrive des fois dans ma tête aussi quand c'est des matchs importants et je le sais qu'il faut pas y penser, mais plus tu sais qu'il faut pas y penser, bah, plus tu penses, mais t'as vraiment ce Mmh. moment où tu te dis, et comme c'est un truc où à chaque fois tu repars sur ta position de base, t'as du temps en fait. Tu vois, il y a le ref, enfin l'arbitre il va L'arbitre, ouais. siffler, Mmh. la personne elle a 8 secondes pour servir, donc il y a quand même du temps pour que toi dans ta tête tu te dises oh merde je suis en train de perdre, ou alors oh il faut qu'on rattrape, et donc c'est de réussir. Je pense que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui arrivent à vider leur tête, comme dans tous les sports, hein, mais qui arrivent à vraiment être dans la zone, vider leur Ouais, à tête, niveau égal. être À niveau égal, concentré. c'est ce qui va faire la diff, quoi. C'est ce qui Mmh. va faire plutôt la diff. Mais donc, je dirais que la partie mentale, c'est ça. Après, il y a aussi la partie pour moi, en tout cas, personnellement, où j'essaie de travailler, j'avais aussi un peu ce stress de quand les gens regardaient ou de ce qu'ils avaient pensé, ou comme j'avais l'impression d'être, tu vois, de commencer, de pas forcément être légitime. Mais bon, il y a plein de gens qui ressentent ça, même dans leur boulot, ou pas forcément dans le sport, mais un peu ce truc de la légitimité, de me dire, tu vois, j'ai pas commencé il y a si longtemps, nanana, et s'il y avait par exemple un coach d'une équipe de France qui était là, bah, je pouvais me décomposer un peu, enfin un peu essayer de rester dans Mais ma bulle et de pas m'impacter par ce qu'il y avait autour. parce qu'il y a un truc que j'ai pas compris, et que là, pour le coup, j'ai pas.
enfin, je ne sais pas pour le coup. Mmh. C'est parce que tu dis que tu es pas légitime, mais tu peux pas arriver comme ça avec ta binôme et aller faire, des compétitions de haut niveau, et s'inscrire et c'est parti, quoi. Normalement, tu dois Ouais. tu as quand même des étapes à franchir, j'imagine, non? Oui, bien sûr. En gros, c'est la fédération qui nous inscrit aux tournois internationaux, donc ils doivent le valider. Après, OK. la fédération, en gros, les équipes nationales, il y a deux équipes nationales par genre. Donc, c'est-à-dire qu'il OK. y a quatre personnes, quatre garçons et Mmh. quatre filles qui sont supportés par la fédération. Donc, il y a un centre d'entraînement à Toulouse, qui ont un staff, qui vont au JO. D'ailleurs, il y a deux équipes, les deux équipes en filles et en garçons vont au JO, ce qui n'est jamais arrivé. C'est trop cool. Donc voilà, donc ça, c'est ces quatre personnes-là. Et ensuite, tu as des autres équipes qui peuvent jouer, on va dire, en indépendant. On s'entraîne pas avec la fédé, on n'est pas lié à la fédé. Mais oui, quand même, elles vont pas inscrire n'importe qui. Donc tu dois un peu t'as tes résultats sur le championnat de France, normalement. Et après, moi, mon cas était un peu plus particulier et ma partenaire aussi, qui est française, mais qui vit aux États-Unis. Donc, en fait, on a dû tu leur montres tes résultats que tu as eus, mais sur d'autres circuits, pas forcément sur le circuit français. Moi, j'ai jamais joué sur le circuit français. OK. Donc voilà, mais le truc normal, c'est que tu joues sur le circuit français, tu performes sur le circuit français, et ensuite tu vas à l'international si tu en as envie aussi, parce que c'est nous qui nous finançons à 100%. OK. Donc, Pour les voyages et il y a, les hôtels, les ouais, machins, il y a tout est assisté par l'équipe de France. non, il y a zéro aide, donc il faut avoir envie, il faut avoir le niveau, faut pouvoir avoir envie de mettre son argent aussi et son temps et son truc. Là, non, c'est pas un sport qui paye, quoi. Contrairement au tennis où tu peux faire des prize money, au beach volley, oublie, quoi. Il y a Ouais. zéro chance de gagner de l'argent dans ce sport. C'est pas pour ça que tu le fais. C'est 100% Donc passion, ouais. Mmh. 100% passion. Après, c'est pour ça qu'il faut trouver des sponsors. Ça me prend plein de temps en dehors. Aujourd'hui, tu vois, pour moi, j'ai l'impression que c'est aussi une aventure entrepreneuriale parce qu'il faut que je trouve une joueuse pour jouer avec moi. Il faut que je trouve un coach qui croit en moi et en nous. Il faut que je trouve des sponsors. Il faut que je trouve, enfin, tu vois, que là, du coup, j'essaie de vachement communiquer, d'être sur les réseaux, etc. Mais c'est aussi principalement parce qu'il faut que j'ai de la visibilité pour que je puisse Ouais. ensuite trouver des sponsors. Enfin, tu peux pas juste t'entraîner, tu vois. Je peux pas juste me focaliser sur m'entraîner et faire que ça parce que sinon je peux pas en vivre. OK Donc, et parce que là, OK, parce que là, les sponsors aujourd'hui, tu arrives à tu en as, tu as trouvé, c'est genre c'est ric-rac ou est-ce que, tu arrives à en vivre quand même aujourd'hui? Comment ça se passe un peu de ton côté, là? non, j'en vis absolument pas. OK. J'arrive, non, honnêtement, Ouais, bien j'arrive à sûr. avoir des produits. Ça, c'est plutôt plus tu montes, enfin plus tu as de la visibilité. Et c'est pour ça que malheureusement des fois, mais bon, les réseaux c'est le seul truc Mmh. qui permet d'avoir de la visibilité. Et donc plus tu as de la visibilité, bah là j'arrive à avoir, j'ai des sponsors pour mes lunettes de soleil, j'ai des sponsors pour. Au final, au beach, t'as pas non plus grand chose parce que t'es en maillot de bain avec C'est vrai, ouais. une casquette et une paire de lunettes de soleil, donc la crème solaire aussi. T'as quelques produits, on va dire, autour du sport, mais bon, voilà. Mais par contre, pour avoir des sponsors financiers, comme dans le sport, mais là, c'est plus Mmh. compliqué pour avoir de l'argent, quoi, en gros, pour que ça soit des produits ou. Donc, pour l'instant, ce que j'essaie de faire, c'est de réduire mes coûts. Donc, tout ce que j'arrive à avoir, on va dire, gratuitement, bah, ça me réduit mes coûts. J'essaye même le fait de vivre dans des pays qui sont peut-être moins chers, tu vois, comparé à quand j'habitais aux États-Unis, par exemple, j'aurais pas pu faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Et voilà, et après, on a réussi à avoir une assurance qui nous a accompagnés sur 2 tournois et du coup, là, qui nous ont donné de l'argent. Et donc, mais c'est très compliqué, quoi. Comme dans beaucoup de petits sports, on va dire, qui n'ont pas de visibilité. Donc, mon idée à moi, c'est d'essayer d'en parler, d'essayer de créer justement du contenu un peu autour de même mon changement de vie et de se donner des défis, etc. Déjà, parce que ça, je trouve qu'il y a plein de gens qui me disent: «Ah, j'aimerais trop, tu vois, faire comme ça, enfin, faire des trucs, mais j'ose pas, j'ai peur de pas avoir d'argent, j'ai peur de ce que les gens ils vont dire». Enfin, en fait, toutes les questions que je me suis posées moi, je me dis si déjà ça peut peut-être inspirer ou enfin parler à d'autres gens, ça peut être cool. Et aussi, bah, l'autre partie, c'est de se dire, bah, ça peut peut-être me permettre de continuer à vivre cette vie, parce que plus on entendra parler de ce que je fais, de mon challenge, etc., plus tu sais jamais, il peut y avoir des entreprises qui ont envie d'associer leur nom à ce que tu fais, etc. Donc, C'est clair. un peu les deux, mais il faut pas lâcher
cette partie-là parce que ouais, c'est pas sur les prize money de tournoi. Tu vois, pour te donner une idée, on avait fait un tournoi. Le meilleur résultat qu'on a fait, c'était sur un tournoi international, donc du World Tour. Il y a 3 niveaux différents. Donc, il y a un niveau Elite 16, c'est un peu comme tennis encore. Tu as Elite 16, Challenger et Future. Donc, Elite 16, c'est le plus haut niveau, c'est on va dire ceux qui vont au JO. Donc c'est les 20-25 meilleures équipes du monde. Ensuite, à la partie Challenger, bah, c'est en dessous, donc peut-être de 25 à 100, ou même pas à 25 à 70, on va dire. Et ensuite, c'est la partie future. Donc moi, pour l'instant, c'est les tournois que je joue. Et c'est des points internationaux, donc plus tu as de points, plus tu vas pouvoir augmenter. Ouais. Tu commences en bas et pour te dire, on a fini 4e, donc c'est quand même un bon résultat sur un tournoi comme ça. Et on a gagné 400 € à 2. Ouais, donc autant te dire que ça te paye le resto du soir, quoi. Et le Ouais. petit-déj du lendemain, quoi. Et je Et t'ai pas dit, le tournoi, il ouais. était à Tahiti. Waouh, ok. Donc oui, non. Ok, non, Voilà. non, ça te fait un... Ok. Parce que Donc voilà, t'as des filles, ou même des hommes, hein. Souvent, les hommes gagnent un peu plus dans le sport que les femmes, parce que en général, c'est un peu plus médiatisé, mais quoique en beach volley, j'ai l'impression que euh, c'est peut-être l'inverse, mais je peux me tromper. Après, est-ce qu'il y a des femmes en beach volley, justement, dans les challengers et les Elite 16 qui arrivent à en vivre bien? Mmh. Bien, je pense pas. Je pense que c'est plutôt les sponsors, tu vois, genre les meilleures équipes du monde, elles sont sponsorisées par Red Bull ou des trucs comme ça. Donc, Ok. il doit y avoir des équipes qui en vivent bien. Mais ouais, je dirais, il faut être dans les 20 meilleures équipes du monde pour en vivre, peut-être. Et bien, je dirais pas. Enfin, ça dépend ce que tu Ça entends par dépend, bien, mais oui, ils bien sûr, bien vivront sûr. pas toute leur vie sur ce qu'ils ont En gagné plus, ouais. en étant visualiers. Donc, à moins que, oui, par exemple, tu vois, quand je vais au Brésil, le visuel, c'est un sport national. Les joueurs, ils sont reconnus dans la rue, tu vois, genre, c'est pas du tout, ça passe à la télé. Ouais, C'est pas ok. comme, donc peut-être, mais bon, c'est un pays où tu gagnes pas non plus. Mais bon, pour eux, par exemple, je pense ils doivent bien en vivre dans un pays comme le Brésil, voilà. Donc ça dépend aussi où, tu vois. Au final, au Brésil, aux US aussi, c'est quand même, c'est les 2 gros pays du visuel, je dirais. Maintenant, en Europe, il y a un peu plus des pays qui sortent et qui ont des bonnes équipes, qui sont pas forcément des gros pays. Mais historiquement, c'est surtout le Brésil et les US qui ont des bonnes équipes, des programmes, enfin, c'est un vrai sport, quoi, là-bas. Ouais. Donc, peut-être qu'ils en vivent mieux aux US. Il y a leur tournoi national, le AVP, qui est un gros tournoi et un gros circuit et tu peux gagner quand même pas mal d'argent en jouant au beach. Donc, voilà. Mais Et bon, c'est pas le sport où tu vas, tu vois, pour vraiment ouais, c'est pas gagner pour beaucoup, moi. quoi. Après, je sais même pas si des sports comme le basket ou le football américain, où tu as les plus gros salaires, est-ce que les gens ils vont vraiment pour l'argent non plus? Je pense qu'ils y vont d'abord pour parce que c'est leur Ouais. passion, et après ils tombent sur le sport, qui en fait est leur sport de prédilection. Et parce que quand t'es gamin et que t'as 14 ans, tu penses pas gagner des millions, tu penses Non. à jouer comme Zidane ou Ronaldo et à marquer des buts, quoi. Et ça te fait rêver, et c'est pas l'argent qui te fait rêver, sauf si t'as des Non. parents pour qui ça Qui fait eux rêver, y ont pensé, qui eux ouais. qui ont pensé. Ou Mais qui ont pensé, voilà, et voilà. Mais et toi, aujourd'hui, c'est quoi les ambitions? Parce que là, donc t'es dans le troisième niveau des tournois, et ça fait 1 an et demi. Tu disais que vraiment tu t'es mis à 100%. C'est quoi ouais. l'ambition là dans les, je sais pas, dans les 3-5 ans qui arrivent, pour toi? Ouais, bah, déjà, c'est une bonne question et c'est une question que je me pose souvent. Est-ce qu'il faut avoir tu vois, un Un goal. objectif vraiment défini ou pas? À la base, pour moi, c'était vraiment me donner, tu vois, me voir jusqu'où je peux aller, justement. C'était plus me Mm. dire, me donner un temps. Et là, dans mon idée, j'aimerais me donner un cycle olympique, donc 4 ans, mais plus, pas pour essayer d'aller au JO, plus pour me dire, bah, au moins, parce que sinon, t'as pas une zone, enfin, sinon, tu te dis, ah, bah, encore un an, encore un an, Au encore un moins un an. cadre, quoi. Ouais. Ouais, au moins un Mm. cadre et plus, voilà, et surtout aussi en me disant: «Bah, après, j'aurais peut-être envie d'avoir une famille», ou machin. Tu te poses d'autres questions, de vie, mais ouais, plus me donner un temps et de voir jusqu'où je peux aller mais après, tu vois, ce que j'essaie de faire, c'est de me donner aussi des objectifs, plus à court terme. Par exemple, là, tu vois, je joue dans le troisième niveau et t'as des matchs de qualification pour rentrer dans le tournoi principal à chaque fois. Donc, aujourd'hui, comme je commence, bah, on n'a pas beaucoup de points, donc c'est un truc de points, donc je suis toujours en qualification. Et donc, par exemple, aujourd'hui, dans l'année qui vient, j'aimerais pouvoir en sortir, tu vois, genre de manière régulière, ce qui n'est pas toujours le cas parce que tu joues un match. C'est un match éliminatoire. Donc, c'est hyper stressant aussi. On parlait du mental. Je suis allée jusqu'en Chine
et tu joues une qualification qui fait que tu peux jouer un match de 45 minutes et c'est fini. Tu rentres Ok, chez toi. ok, Donc d'accord. mentalement aussi, c'est dur, tu vois? Tu te dis, bah, c'est toi-même qui as investi l'argent, tu t'es entraîné depuis. Ouais, tu ajoutes tout ça sur tes épaules et après il doit y avoir plein de sports qui sont dans le même cas, mais tu arrives et tu dois vraiment tout donner sur ce match et il y a une équipe sur les 2 qui va passer et il y a forcément une équipe qui va rentrer à la maison et qui a fait le chemin et qui est super déçue. Donc déjà, c'est de rentrer, de réussir à gagner. Il y a deux rounds de matchs de qualification avant de rentrer dans le tournoi principal. Et voilà, soit tu as fait beaucoup de tournois, donc tu as beaucoup de points et tu arrives à être dans le. C'est un jeu de points et de performance. Il faut faire les deux. Il faut se déplacer et aller à beaucoup de tournois pour avoir des points, mais aussi faire des performances, parce que si tu performes pas, bah, tu vas pas avoir beaucoup de points non plus. Donc voilà, après, j'essaie de me donner des objectifs à plus court terme, aussi des objectifs techniques, tu vois, genre sur réussir à, je sais pas, bien attaquer la ligne, enfin des trucs plus techniques de mon sport comme objectif, mais un gros objectif global, je dirais que c'est plutôt ça. En fait, mon but à moi, c'est vraiment de voir jusqu'où je peux aller. Et si, tu vois, j'avais toujours ce truc en moi de me dire, ben, en fait, c'est un peu cette frustration. J'ai tellement envie d'en faire plus. J'ai pas envie d'aller, je sais pas, chez le kiné, de faire attention. J'ai Ouais. eu des grosses blessures au genou. Et quand tu bosses en même temps, que tu bosses 8-10 heures par jour, bah, t'as pas le temps de faire tout ça. Donc, c'était un peu de me dire, bah, si j'avais un peu le temps de faire ça, toute la préparation mentale, j'ai commencé récemment parce que maintenant j'ai plus de temps pour m'en occuper. Mais jamais avant, quand je bossais, j'avais le temps d'aller faire de la prépa mentale en plus de mes entraînements, d'aller à la muscu, de machin. Enfin, c'était pas possible. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est un peu de vivre aussi le truc à fond parce que, comme je te disais, à la base, je veux vraiment le faire pour pas regretter. J'avais vraiment ce truc de me dire, bah, en fait, toi, plus tard, j'aimerais pas me dire pourquoi je l'ai pas fait, quoi. J'avais le temps, j'avais mis un peu de sous de côté, je suis débrouillarde, j'essaie de trouver, enfin, tu vois, en fait, c'est mentalement, c'est moi qui me bloque. C'est Hmm. pas, personne m'a dit, tu peux pas le faire ou, c'est moi qui me disais bah je peux pas, je suis pas assez forte, ou alors bah j'aurais plus d'argent, ou alors qu'est-ce que les gens vont dire de moi, enfin toutes ces barrières mentales qu'on se met. Et j'avais pas envie d'avoir de regrets et je me suis dit bah je me lance, je le fais et au moins je serai moi, ce que ça veut dire, tu vois, surtout d'être sportif de haut niveau. Est-ce que je vais bien aimer? Peut-être que, tu vois, je me disais aussi en fait c'est une routine, si tu fais la même chose tous les jours, peut-être que ça, je vais pas tant aimer que ça. Tu vois, j'ai toujours été dans des métiers où même quand tu es toujours stimulé, tu es toujours sur des projets et tout. Là, c'est plus un truc où il faut répéter, 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 plus dans l'exécution. Donc voilà, je voulais vraiment voir si ça me plaisait vraiment autant que ce que j'en avais rêvé, tu vois. J'ai Ok. tellement idéalisé d'avoir cette vie que je m'étais dit, bah, en fait, vis-la et comme ça, déjà, je pourrais me faire mon propre opinion, je pourrais arrêter toute ma vie de me dire pourquoi je l'ai pas fait, peut-être que j'aurais réussi à faire ci et ça, peut-être pas du tout. Donc voilà, j'essaie de le vivre à fond et c'est le seul truc que je peux contrôler, c'est ce que je fais moi et au quotidien et de me donner à fond et le reste, j'ai l'impression que c'est moins contrôlable. En plus, je dépends d'une partenaire, d'être avec, je sais pas que un sport individuel. Donc, il y a plein de trucs qui dépendent. J'ai l'impression que moi, le seul truc que je peux contrôler, c'est mettre toute mon énergie, me donner à fond, faire de mon mieux et voilà, y aller à fond, quoi. Trop bien. Après, j'aimerais qu'on revienne après sur la partie justement prépa mentale et tout, et est-ce que Antea, elle t'apporte, est-ce que vous bossez, et, tu vois, alors, pas forcément dans le détail absolu, mais vraiment pour savoir un peu une vision un peu générale de ce que vous faites ensemble. Mais avant, est-ce que tu pourrais revenir sur justement sur cette étape de ta vie où t'as fait t'as fait la bascule, où t'en étais dans ta vie, et puis et toi, si t'arrives peut-être à le faire, à essayer de comprendre à quel moment tu as eu ce switch. Est-ce que c'est une accumulation de choses, de prise de conscience, ou est-ce qu'un jour il y a un truc qui s'est passé et, ok, maintenant c'est bon, ça suffit, je passe à la suite, à mon rêve. Est-ce que tu peux nous faire un petit feedback, un petit retour en arrière sur comment c'est passé? Ouais. Ouais, souvent, on s'imagine que, tu vois, genre, je sais pas, un jour, je me suis levée un matin et je me suis dit, allez, j'y vais, je lâche tout et machin, Je mais crois que alors tout que le pas du monde. tout. Ouais, au revoir, merci d'être venu, ciao. Non, non, ça m'a pris, franchement, déjà, c'était quelque chose, je dirais que ça m'a au moins trotté dans la tête, au moins 2 ans en tout, je dirais, Mm. de vraiment, même peut-être plus. C'était déjà quelque chose dans ma tête, mais peut-être vraiment de 1, 2 ans, au moins 2 ans, je pense à vraiment, tu vois, ça revenait tout le temps dans ma tête et je notais, je note tout le temps, j'adore écrire, mais je notais pourquoi, tu vois, pourquoi je le faisais pas ou
et c'était jamais le bon moment. Il y avait toujours une promotion au boulot, on me proposait un autre job, où il y avait ci, où il y avait ça, mais c'était clairement quelque chose que j'avais dans la tête depuis longtemps, quoi. C'est pas le truc du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui a fait il y a eu le Covid, je pense, qui a, comme beaucoup de gens, fait réfléchir sur, Ok. tu vois, qu'est-ce que je me retrouvais. J'avais adoré toute ma période de bosser chez Google dans la tech, surtout parce que t'es avec des gens hyper intéressants, hyper smart. C'était vraiment d'être entouré par ces gens-là que je trouvais ça trop bien. Genre mon équipe, on était 20, on devait avoir 20 nationalités différentes. Donc ça me donnait vachement d'énergie dans ce qu'on s'était dit, tu vois, le fait de vivre à l'international, de tout ce que j'aimais, quoi. Et le Covid arrive un peu, et du coup, bah, je bosse de chez moi, et puis je me dis, bah, au final, mon job, c'est un job normal. Enfin, je pense que le Covid a quand même un peu impacté, et on a eu plus de temps aussi pour réfléchir Ouais, sur c'est notre clair. vie, à ce Mm. qu'on voulait vraiment faire et tout. J'avais bougé aux US, et c'était vachement la culture de, ouais, on travaille plus pour gagner plus, c'est pour avoir une bonne retraite. Tu vois, j'ai jamais bossé en France, donc j'aurais pas de retraite, par exemple. C'était vraiment, il faut investir, il faut gagner plus pour faire ci, tout le monde investissait partout, tout le monde était, et moi, de me dire, en fait, le truc qui me fait kiffer, c'est d'aller à l'entraînement, de progresser j'avais l'impression que pour moi, le volley, c'était le moment où je pouvais déconnecter mon cerveau, et c'était un peu ma méditation, entre guillemets, tu vois. J'arrêtais d'essayer de tout optimiser, avoir plus, comment je faisais pour gagner plus, faire plus, être meilleure dans mon travail, machin. Euh, donc voilà, après, c'était à New York quand il y a eu le Covid, j'ai déménagé à Los Angeles, donc j'ai pu m'entraîner plus aussi, j'étais plus sur la plage, je m'entraînais plus. Donc là, le beach devenait vraiment encore plus important. Enfin, tu vois, je m'entraînais vraiment tous les jours. J'étais au quotidien, vraiment beach, beach, beach. Et ouais, c'était vraiment dans ma tête tout le temps de me dire, bah, j'adore faire ça. J'adore m'entraîner. En fait, j'ai l'impression que ce que j'aime le plus, c'est progresser, c'est l'entraînement. J'adore la compétition, parce que pour moi, la compétition, c'est le moment où tu vois où t'en es. Mais je pense que je suis vraiment addict au process de s'entraîner, de devenir meilleur. Et je trouve que dans le sport, c'est un des seuls éléments où enfin, en fait, ton niveau d'effort va être récompensé enfin, tu vas forcément progresser. Si tu mets beaucoup d'efforts, tu vas progresser. Ouais, Ça bien veut pas sûr. dire que tu vas gagner, hein, mais Ouais, tu vas ouais. progresser dans ce que tu fais. Alors que tu vois, par Mm. exemple, au boulot, tu peux bosser, bosser, bosser. Si ton boss, il t'aime pas, ou enfin, il y a d'autres trucs qui viennent un peu en truc. Et j'ai vraiment cette impression que le sport, bah, c'est C'est effort plus simple versus, dans le sport. Ouais. Enfin, ouais, en tout c'est cas, un c'est peu plus plus simple. clair. C'est plus clair. Il y a moins de facteurs qui vont impacter le résultat que, effectivement, dans le boulot. Je suis complètement Ouais. d'accord avec toi. Et après, oui, après, je pense que le moment, j'ai pas mal du coup réfléchi. À ce moment-là, je me suis séparée aussi dans ma vie personnelle, donc c'est devenu un cheminement personnel plutôt que deux personnes. Et du coup, ça a été vraiment, bah, qu'est-ce qui me donne en fait, qu'est-ce que j'ai toujours eu envie de faire et que j'ai jamais fait. Et c'était vraiment ça pour moi. J'avais toujours voulu pousser la partie sport plus loin. Et voilà. Et après, c'était vraiment un cheminement où je me suis convaincue, vraiment convaincue moi-même que ce projet, entre guillemets, il allait me transformer en quelqu'un qui a encore plus de casquettes. Tu vois, j'en avais déjà beaucoup, mais ça va me rajouter quelque chose à mon profil d'aujourd'hui. Tu vois, la Céline avant, c'était ok, elle a travaillé dans des grosses boîtes à l'international, elle parle deux langues, super, blablabla. Et j'ai l'impression que moi, ce projet-là, ça allait me rajouter aussi, toujours dans cette optique de faire plus, mais une vision complètement différente, de pouvoir jouer pour mon pays, enfin, rien que le sport de haut niveau, de tout ce que tu dois faire, le mental, tu vois, la résilience, enfin, tous ces trucs-là. Et je me suis dit, bah, en final, si dans 2, 3 ans, je veux retourner même à ma situation d'avant, bah, Ouais. on me proposera même des meilleurs jobs, on me proposera des meilleures opportunités, je pense, euh, du fait tu vois, d'avoir pris ce risque aussi. Et ça plaira pas à toutes les entreprises, mais ça veut dire que je suis quelqu'un, ouais, qui prend des risques, qui me donne à fond, qui arrive à allier des gens pour suivre un projet. Enfin, il y a plein de trucs qui font que au final, j'ai pas l'impression de partir en arrière, en fait. J'ai l'impression de vraiment avancer et de devenir quelqu'un encore plus complet. Et voilà, ça m'a aussi vraiment convaincu. C'était la partie rationnelle, ça, tu vois, Ouais, vraiment ouais, de dire, carrément, ouais.
bah, au final, je prends pas de risque. C'est quoi le risque? Le Ouais. risque, ça peut pas ne pas marcher, en fait, parce que de toute façon, j'aurais appris plein de trucs. Même, tu vois, personnellement, j'ai appris 2 langues de plus parce que j'habite en Espagne, au Brésil, je parle l'espagnol et le portugais en plus. J'ai appris toute la partie mentale, je me documente sur plein de trucs que je faisais pas avant. J'ai rencontré des gens complètement différents et du coup, ça ouvre un réseau, complètement différent. Enfin, je sais pas ce qui se passera dans quelques années, mais je pense que ça sera toujours une histoire, en tout cas, que je me suis vraiment convaincue que c'était pas un risque, c'était une super opportunité et il fallait que je la prenne, en fait, parce que Mmh. c'était une opportunité, pas un risque. Et c'est vraiment, je pense que c'est le mindset qui fait que tu te dis, bah, en fait, je risque rien. Tu des gens autour de toi qui ont justement, se sont dit, «Waouh, attention là, t'es en train de faire un truc de ouf, tu une super situation, tu vis là, tu vis Mmh. avec, lui, tu gagnes bien ta vie, blablabla, tu vas tout foutre en l'air». Est-ce que tu eu des gens comme ça autour de toi qui t'ont parlé comme ça Moi, je ou? pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont dû le dire derrière moi. Ouais, À moi directement, pas trop. En fait, j'ai aussi appris, tu vois, à différencier les gens, vraiment de mon cercle proche et les gens te donneront toujours leur avis, ils auront toujours, un avis et machin. Mais au final, ce qui comptait, c'était vraiment, tu vois, si mes parents ou ma famille, mes sœurs ou vraiment mes amis proches, tu vois, m'avaient vraiment dit: «Céline, ce que tu fais, c'est» mais tu vois, j'avais ce même discours, en fait, où j'avais vraiment dit, enfin, j'y ai réfléchi, en fait, je ouais, sais que ouais. c'est Tu parles avec en fait, passion, quoi, ouais et aussi. puis et voilà, ils le voyaient dans mes yeux que c'était un truc que Mmh. je voulais pas regretter et les gens proches de moi, ils m'ont tous dit, «Fonce et fais-le et c'est trop bien» et j'en avais parlé même au boulot, tu vois, à des directeurs de quand j'étais chez Google aussi pour, tu vois, me dire: «Est-ce que je suis tarée? Est-ce que je me tire vraiment une balle dans le pied?» ou, et au final, eux, pareil, ils me disaient, «Encore une fois, ça plaira pas à toutes les boîtes, ça plaira pas à tout le monde, mon profil, complètement atypique, mais ça plaira», tu vois? J'ai déjà fait mes «preuves» entre guillemets au niveau du travail. J'ai bossé 10 ans déjà dans ce que je faisais, donc je suis pas à zéro non plus et je rajoute en fait un truc différent. Et après, bien sûr, je te dis encore une fois, vraiment en face de moi, pas tant que ça. Les gens, ils te disent plutôt: «Tu es courageuse» ou alors, «Waouh, c'est risqué ce que tu fais», mais ils osent pas trop te dire: «Attends, tu es complètement tarée». Hem, mais en fait, souvent, ce que je me dis, c'est que c'est souvent de la peur, qu'eux, ils ont, tu vois? Qu'eux, ils Bien feraient sûr. pas et ils te le Mmh. disent d'ailleurs. Ils te disent: «Enfin, moi, j'aurais pas enfin, je ferais pas ça» ou machin et toi, au début, ça t'affecte, toi, tu te dis: «Putain, merde, ils ont raison, est-ce que je suis pas en train de faire une grosse connerie?» mais j'apprends à me dire que c'est souvent, encore une fois, un truc qu'eux, ils feraient pas et c'est pas grave, on n'est pas tous faits pour faire la même chose et moi, j'avais envie de le faire donc je le fais, donc voilà. Je te dis, Après pour moi, c'est ouais. aussi, voir la différence entre qui te le dit, en fait, aussi. Ouais et puis si c'est une personne, qui passe déjà à l'action, qui a fait déjà des changements dans sa vie importants, qui a pris des risques, Exactement. là, tu peux écouter des conseils puisque la personne va être un peu plus sage peut-être, ou en tout cas va avoir cette expérience-là. Effectivement, une personne, qui a pas pris ce genre de risque-là ou quoi et qui après ça ne sous-entend pas qu'elle peut pas être de bons conseils non plus, mais en tout cas, elle va pas parler d'expérience, ça va être plus de l'émotionnel, elle va se dire: «Ouh là là, je me mets à sa place» et alors que toi Mmh. tu connais tes compétences de volleyeuse, tu sais ce que tu as envie, tu sais que tu veux vivre cette vie-là et je pense que dans ce que tu dis aussi, ce qui est quand même assez rassurant, c'est que tu es performante dans ton travail, tu fais partie d'une catégorie de job où effectivement, comme tu le dis, en tout cas, tu as l'air d'en être convaincu, c'est que, bah, quand tu vas arrêter ta carrière et ben je pense que tu y as forcément déjà pensé, j'imagine, même Ouais, je si pourrais y c'est retourner. le plan B et c'est pas le bas plan B Ouais, puisque forcément, comme tu l'as dit tout à l'heure, au volley, bah, tu vas pas forcément gagner ta vie comme ça. Si tu as envie, de retourner, que tu as pas d'autres opportunités d'ici là, mais que tu peux y retourner, tu pourras et tu vas performer pareil, tu pourras retrouver la vie que tu avais en termes financiers, j'entends. Donc, ouais. effectivement, ça peut être, en termes de paix d'esprit, je pense que c'est aussi cool pour toi de ce côté-là. Mais, ouais, je trouve ça, c'est vrai quand la marée, elle va à contre-courant, c'est quand même toujours difficile de prendre ces décisions-là. Après, tu as des gens qui en parlent à personne et qui y Mmh. vont, et puis d'autres qui ont Ouais, besoin d'exprimer. Tu sais, on dit souvent qu'il faut verbaliser pour en parler autour de toi, pour avoir un peu les avis, puis toi, le mettre réalité, ouais. donner sens, donner réalité. Et je pense aussi, c'est ce que tu as fait peut-être un petit peu aussi en parlant aux gens autour de toi. Ouais, ouais. Bah, j'avais un peu bien préparé mon truc avec moi-même, d'abord. En fait, Ouais, d'abord, je me suis convaincue moi et après, une fois que moi, j'étais convaincue, en final,
plus grand chose pouvait m'arrêter parce que Mmh. bien sûr, j'ai écouté, comme tu disais, j'ai essayé de prendre aussi de demander des conseils, comme je te disais, d'aller demander à des directeurs avec qui je m'entendais bien, etc. Tu vois, est-ce que vraiment mon CV revient sur la pile, on se dit que je suis tarée. Et en fait, plus maintenant, plus dans le contexte où on est, plus en 2024, des gens qui Ouais. partent faire 2 ans le tour du monde, machin, bah, ils retrouvent un job. Et Mmh. pour moi, ils sont 1000 fois plus ouverts, ils ont appris 1000 fois plus de C'est trucs clair, que de rester derrière leur bureau ou je dans suis leur d'accord. moi, si j'étais du côté d'embaucher ce que j'ai dû faire dans mon travail, les gens qui font des choses comme ça, pour moi, ça attire tout de suite le regard et j'ai envie de bosser avec eux, j'ai envie qu'ils soient dans mon équipe et je trouve ça trop bien. Donc, encore une fois, ça intéressera pas tout le monde, mais les gens, même moi, les projets qui me motivent, ou tu vois, les startups ou les trucs comme ça, bah, tu vois, concrètement, une startup, elle peut être intéressée par mon profil parce que je me lance, je prends des risques, je tente des trucs et peut-être moins les grosses boîtes qui vont se dire, oulala, celle-là, du jour au lendemain, elle peut partir et faire son truc. Et encore, tu vois, je l'aurais fait, donc ça sera plus rassurant de se dire, bon, bah, elle a déjà Oui, fait tu une l'auras prise, déjà fait, ouais. elle va, Mmh, elle va, c'est clair. elle va pouvoir revenir. Euh, mais ouais, non. Et aussi, au final, quand tu parles, et au final, c'est exactement ça. J'ai commencé à parler à des gens qui, euh, qui avaient fait un peu ce genre de transition que j'avais pas du tout autour de moi. Et il y en a pas un qui te dit qu'il a regretté, pas un seul, tu vois. Genre, Ouais. ils ont juste ils ont changé, ils ont appris plein de trucs, il y en a plein par exemple maintenant qui sont créateurs de contenu, ça qui me fait un peu aller vers ça aussi, c'est que c'est un peu un des moyens d'en vivre. Et du coup, tu parles à plein de gens et qui par exemple te disent qu'ils ont déjà personnellement, ils sont beaucoup plus alignés avec ce qu'ils veulent faire eux-mêmes, etc. Tu as déjà ça qui est d'ailleurs le plus important. Financièrement, tu en as plein qui gagnent même bien mieux leur vie maintenant qu'ils la gagnaient avant parce qu'ils font un truc qu'ils aiment, ils se lèvent le matin, ils ont envie de le faire, ils sont trop contents. Enfin, au final, tu te rends compte que beaucoup de gens qui ont suivi un peu ce truc, et en général d'ailleurs c'est quelque chose, on me demande, mais tu vois, moi c'est un truc, c'était dans mes tripes, quoi, c'était en moi de me dire, à chaque fois de me dire, putain, mais pourquoi je le fais pas? Et ça revenait, ça revenait, ça revenait, ça me lâchait pas, quoi. Donc au final, je pense que quand tu fais un truc que vraiment t'aimes et que t'es passionné, je vois pas comment ça peut pas marcher. Et encore une fois, ça veut pas du tout dire que je vais gagner des tournois, clairement, c'est pas lié à ma performance, par exemple, moi en tant que sportive, mais je sais que je me lève le matin, je suis contente de faire ce que je fais. Bon, il y a des matins, j'ai pas du tout envie d'aller m'entraîner, ou enfin, ça arrive, hein, forcément. Mais déjà, toi, tu te sens bien dans tes baskets, enfin, je sais pas, c'est un autre mood. Et du coup, plein de gens que je vois qui font ce genre de choses, bah, ils s'en sortent, tout le monde s'en sort super bien Mmh. parce que on s'en fout, en fait. Par exemple, moi, c'est pas de gagner des matchs, mais au final, c'est d'avoir pas de regrets, de le faire, j'ai déjà gagné avant d'avoir gagné, au final. C'est pas le Évidemment que moi, en tant que sportive, j'ai envie de gagner des médailles, j'ai envie de gagner des titres, c'est pour ça que je m'entraîne tous les jours, etc. Mais si je regarde plus loin, tu vois, j'ai déjà gagné parce que je suis en train de le vivre. Ce que je Carrément. Mais tu penses, à l'inverse, qu'il y a beaucoup de monde qui ont le même, des rêves comme ça et qui vont pas au bout et qui, Qui osent pas. ouais, qui osent Je pas, ouais. pense que oui. Je pense que oui. Après, est-ce que vraiment ils ont vraiment envie? Tu vois, il y a plein de gens qui se battent, ils veulent monter leur boîte, etc. Mais est-ce que vraiment Mmh. ils ont envie du quotidien? Parce que moi, c'est souvent ce que je me dis et c'est ce que je voulais voir, tu vois. Est-ce que j'aime vraiment on dit ça souvent, mais le process, tu vois. Est-ce que j'aime le Ouais. quotidien d'une sportive? Parce que si j'aime gagner, être forte et machin, mais je déteste aller à la salle de sport, manger plutôt sainement, machin, bah, au final, ça va jamais matcher, tu vois. Je pense qu'il y a plein de Mmh. bouquins là-dessus et tout, mais je pense que c'est vraiment aimer la partie. Et il y a plein de côtés aussi négatifs, évidemment, qu'il faut être OK de vivre avec. Tu vois, je suis toujours, OK, ça paraît cool d'être tout le temps en train de voyager, mais j'ai pas de chez moi, j'ai une ou deux valises que je balade d'un côté à l'autre. J'aime pas souvent ma famille. Pour avoir des relations, même amicales, des copains et tout, c'est compliqué, t'es jamais là, etc. Enfin, il y a plein de trucs, tu te Mmh. sens seul beaucoup. Donc, est-ce que c'est OK aussi enfin, faut voir les bons et les mauvais côtés, mais du quotidien, je trouve. Plutôt que de voir la fin. Ouais, on a tous envie d'être un champion de je sais pas quoi. Enfin, par exemple, tu vois, d'être vraiment successful, mais est-ce qu'on a envie, et dans le boulot, est-ce que si on a envie d'être le directeur d'un truc, est-ce qu'on a envie d'être tout le temps sur son téléphone, de devoir tout le temps être en train de répondre aux messages, de pas pouvoir prendre de Mmh. vacances? Bah, pas forcément. Et dans ce cas, c'est pas forcément ce qu'on veut au final. On veut la fin, mais on veut pas vraiment le process. Donc, Mmh. c'était aussi de voir cette partie-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le final, pas forcément de passer par le truc. Mais je pense qu'il y a on se met beaucoup, en fait, nous-mêmes des barrières mentales. Ça, franchement, j'en suis convaincue. Euh, et c'est, enfin,
j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui me disent: «J'aimerais trop», enfin, du tout. Moi, je pense même pas que mon histoire, elle soit vraiment que le beach volley et cetera, mais il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, j'aurais bien aimé», tu vois? Moi, j'aurais toujours voulu, bosser dans un autre pays, ou j'aurais toujours voulu, ouvrir un bar, ou j'aurais toujours voulu avoir, je sais pas, une petite librairie, tu vois? Et au final, je fais pas ça, ou bref. Et donc ça, je pense qu'il y en a beaucoup, et surtout peut-être notre génération aussi. Enfin, il y a un moment où on se dit, «Pourquoi je suis», tu vois? «Je suis un peu un pion dans une», par exemple, dans les grosses boîtes. En tout cas, moi, j'entendais ça beaucoup. Tu as Mmh. vraiment l'impression d'avoir ce manque de sens, ce manque d'impact, de dire, «Je suis là, mais je suis pas là», c'est la même chose, et au final, sur la longueur, c'est déprimant, quoi. Je pense Bien qu'il y a sûr. beaucoup de gens qui se posent des questions et qui veulent changer, et après, est-ce que vraiment ils savent déjà ce qu'ils veulent faire, ou même est-ce qu'ils sont prêts à accepter les moins bons côtés? Parce que oui, bah, par exemple, je gagne beaucoup moins d'argent, j'ai plus les mêmes conditions de vie que j'avais avant, et cetera. Il faut accepter aussi les mauvais côtés. Mais je pense que ça peut valoir le coup, et moi aussi, je pense vraiment que tu peux faire plein de trucs dans ta vie, tu vois? C'est Tu peux changer. Peut-être qu'aujourd'hui, je peux faire ça. Enfin, je sais que, par exemple, je ne veux pas être sportive pendant 20 ans, donc il y a des chapitres juste différents, et tu peux tenter plein de trucs. Au final, c'est ta vie à toi, et Ouais, mais je suis d'accord. Après, tu as aussi un truc, c'est que je pense que les gens, en général, et moi le premier, hein, c'est tu quand tu as acquis quelque chose, un style de vie, un confort, ça te rassure, ouais, tu as des points de repère, tu sais où tu vas le lendemain, sur le lendemain, voilà, tu as des points de repère, et c'est vrai que le fait de alors tu pas obligé de tout quitter d'un coup, il peut y avoir comme toi des non, espèces d'étapes, mais tu c'est pas du jour au lendemain, tu quittes tout et tu te casses à l'autre bout du monde, ça veut pas dire tout le temps ça non, de prendre des risques, mais mais, mais je pense que les gens aussi le voient comme ça. C'est-à-dire que tu vas avoir ton confort, et en fait, le fait de changer, pourquoi changer une équipe qui gagne, quoi? C'est toujours la même chose. Mais après, je pense que aussi, ça fait partie de l'éducation, et c'est pour ça que la prépa mentale, c'est super intéressant. Ça permet de te poser des bonnes questions. Parce que, de dire, OK, est-ce que, c'est ce que je veux dans ma vie? Est-ce que, tu vois, je donne un exemple très rapide. Moi, énormément de personnes qui gagnent très très bien leur vie autour de moi, pas des amis, pas des, juste, on va dire des connaissances, ou des gens que je coach, etc. Euh, et en fait, ils accumulent, tu vois, ils accumulent quelque chose du patrimoine, de l'argent. Euh, et en fait, ils me disent, bah voilà, bah, quand je serai à la retraite, quand je serai à la retraite, quand je serai à la retraite. Aujourd'hui, alors, je vais être un peu hardcore, mais tu as beaucoup de gens qui ont des cancers, qui sont malades, qui attendent d'avoir 70 ans, où tu vas plus forcément pouvoir aller voyager, prendre l'avion, parce que tu as un problème là, tu as ce problème-là. mmh, Peut-être que tu ne seras même plus avec ton conjoint, tu pourras même plus en profiter. Et alors, moi, ça me paraît évident, mais il y a d'autres gens, c'est vraiment difficile à faire entendre. Le fait de dire, OK, bah, euh, essaie de te poser 5 minutes pour essayer de savoir ce que tu veux dans la vie, ce qui va être bien pour toi, ce qui va te rendre heureux, euh, et ensuite prendre une décision. Mais je pense que le gros truc dont tu as parlé tout à l'heure, qui est super important, c'est la passion, tu vois. C'est, est-ce que ce que tu as envie de faire, ça te passionne, ça te prend au trip quand t'en parles? Est-ce que les gens autour de toi, quand t'en parles, ils sentent, waouh, mais toi, t'en parles, faut que tu le fasses, quoi. T'es mmh, tellement passionné par le truc. Je ouais. pense que quand tu le verbalises, les gens le sentent. Et moi, je l'ai vécu aussi pour le CrossFit quand j'ai monté ma salle. Les gens m'entendaient parler, ils me disaient que, bah, pareil, les banques, par exemple, tu sais, waouh, nous, vous parlez avec passion, mais on ne donnera pas d'argent. Mais on sent que vous parlez Mais allez-y, énormément hein. avec passion. Mais voilà, par contre, on sent que vous êtes passionné et que ça va réussir. Vous m'avez presque convaincu. Je plaisante, mais tu vois, je pense que le mot-clé, je pense, c'est ça. Faut que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des gens, ils veulent atteindre la fin, sans le process. Et si tu tombes pas amoureux de tout le process, en plus de l'affinité, tu peux pas. C'est compliqué d'arriver à atteindre tes objectifs, mais puis de changer de vie. Mais Mmh. j'aimerais bien qu'on revienne sur un truc tout à l'heure par rapport à la prépa mentale qui m'intéresse beaucoup. Euh, déjà, donc, deux questions en une. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à travailler avec Antea, préparatrice mentale, d'ailleurs, qui nous a mis en contact, et, euh, et ensuite, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, ouais, pourquoi t'as sûrement trouvé des nécessités, et puis qu'est-ce que ça t'a apporté derrière de pouvoir travailler comme ça? Ouais. Alors, j'avais déjà commencé, en fait, au tout début, c'est quand j'ai commencé à faire les tournois internationaux, et que j'ai vraiment eu des paralysies de stress. Genre vraiment, tu sais, ce que tu t'imagines dans la tête, genre le worst case scénario, genre t'arrives pas à bouger, t'arrives pas, tu sais, tes cauchemars un peu. Genre, ça s'est Mmh. vraiment passé en vrai. Où vraiment, j'arrivais pas à bouger, enfin,
pas d'être vraiment. Mais en fait, mon sport, c'est un sport de réflexe où il faut être hyper léger et explosif et bouger. Et en fait, le stress, je me mettais une pression énorme. Et comme on disait, et comme on a discuté avec tout ce changement de vie, en fait, je commençais mon match en me disant vraiment, je peux pas perdre, quoi. J'ai lâché mon boulot, j'ai lâché mon visa aux US, je peux y retourner. Je venais de me séparer, mais ce qui n'était pas lié, mais que je mettais aussi sur mes épaules. Je m'entraîne tous les jours, enfin tous les jours, c'était pas non plus depuis si longtemps que ça, mais en fait, j'avais une espèce de montagne de stress sur les épaules et en me disant, bah, du coup, je dois gagner, quoi, c'est obligé. Enfin, je peux pas. Et donc, chaque défaite était vraiment une remise en question totale de putain, j'aurais pas dû faire ça, pourquoi j'ai fait ça. Donc voilà, j'ai fait quelques tournois comme ça qui vraiment, on va dire, se sont mal passés. Mais, et tu vois, la veille à l'entraînement, je jouais très bien. Et c'était vraiment au moment du match où je me décomposais. Donc c'était vraiment lié à ce qui se passait dans ma tête et vraiment cette pression que je me mettais, tout ça. Donc j'ai commencé à en parler à quelques autres joueurs que je connaissais, qui jouaient déjà depuis plus longtemps sur le circuit et qui, enfin, pour moi, qui sont des super joueurs, etc. Alors on dit, mais comment vous faites, vous décomposez pas, comment vous faites, etc. Donc déjà d'en parler autour de moi et poser des questions à plusieurs joueurs, etc. Dont un qui m'a dit, bah moi je fais de la préparation mentale, je peux te donner le contact de mon préparateur, etc. Et du coup je me suis dit, bah je vais aller voir, quoi. Et moi je voyais déjà une psy, enfin déjà j'avais vécu beaucoup dans les pays anglo-saxons, donc aller voir une psy par exemple c'est complètement normal. Je voyais une psy et tu vois par exemple je sais qu'en France c'est quand même un peu plus compliqué des fois de demander de l'aide ou d'aller voir quelqu'un ou pas forcément dans la préparation mentale, mais plus même la partie psy quand ça va pas, etc. Mais pour moi, en tout cas, c'était pas du tout une démarche difficile de demander de l'aide là-dessus parce que je me suis dit, bah, en fait, aujourd'hui, c'est ce qui me bloque le plus parce que physiquement, évidemment, je peux être une joueuse bien meilleure, j'ai plein de trucs à progresser physiquement, mais en fait, je peux très bien jouer la veille et c'est le jour du match, je me pétrifie. Et en fait, c'est quelque chose dans ma tête. C'est pas que je sais pas le faire, c'est que j'y arrive pas à ce moment-là. Donc, j'ai commencé avec un préparateur mental qui m'a bien aidé aussi, et c'était la première fois pour moi que je faisais de la préparation mentale. Donc c'est sur la, tu vois, bah justement voir c'est quoi le pire truc qui peut arriver, tu vois, de faire des exercices un peu et de travailler sur ce stress, qu'est-ce que je ressentais en moi. Il m'a dit aussi, il m'a expliqué à quel point c'était normal de stresser, que c'était une bonne chose. Enfin, c'est juste ton rythme cardiaque qui s'accélère, c'est parce que tu vois, c'est important pour toi et c'est normal. Enfin bon, bref, j'ai fait tout ce travail avec lui au début. Et un peu comme un psy, tu vois, je pense que il faut trouver aussi la bonne personne avec qui tu Ouais, c'est cliques clair. bien. C'est Ouais, c'est pas clair. n'importe quel coach mental et il était très bien, mais je pense qu'au bout d'un moment, comme des psy d'ailleurs, pour moi aussi, j'ai changé des fois de psy parce que tu tournes un peu, au bout d'un moment, tu fais un peu les mêmes choses, etc. Mm. Et du coup, comment j'ai rencontré Antea? C'était via, en gros, j'ai un de mes sponsors, c'est Tout Sport, qui est une plateforme pour revendre tes affaires du sport que t'as pas Mm. utilisé, enfin que tu n'utilises plus, quoi, le Vinted du sport. Et ils avaient créé un groupe WhatsApp où ils mettaient tous les gens qui étaient sponsors. Et en gros, via quelqu'un d'autre qui était sponsorisé par eux, on avait discuté, on a parlé prépa mentale. Et pareil, il m'a dit, ah, bah, j'ai une super préparatrice mentale. Et moi, à ce moment-là, je faisais plus de préparation mentale. Et donc, bref, il m'a mis en contact. Et le truc qui m'a fait un peu un clic, c'est que je me suis dit, c'est une fille, tu vois. Genre, je sais pas pourquoi au début, je me suis dit, bah, ça peut être marrant de voir aussi, parce Bien que tu sûr. vois, le mental, on est aussi complètement différent. Par exemple, la confiance en soi, de manière générale, hein, c'est des clichés, mais je pense qu'en tant que femme, on a moins confiance en nous. Et il y a des trucs un peu différents que quand j'en parle à mes copains garçons, ils me disent, oulala, mais Mais tu elle est pars différente, loin, bien quoi. sûr, mais c'est évident qu'elle est différente, c'est sûr. Je pense Ouais. que Et donc, c'est clair. je me suis vraiment dit, bah, j'aimerais bien essayer. Et puis, tu vois, c'est con, mais depuis que je suis toute petite, tous mes coachs, c'est des garçons. J'ai Ouais. jamais été coachée par des filles. Mes préparateurs physiques, c'est des garçons. C'est toujours des garçons, en fait, mais juste parce que Mm. le sport est plus comme ça. Et le mental, sachant que je suis quelqu'un de très cérébral, toujours à tout analyser et tout, je me suis dit, bah, ça peut être cool d'essayer avec une femme, déjà. Et on a fait un premier entretien, on a discuté, et où je trouvais qu'elle est très calme, elle a des solutions concrètes aussi, tu vois, genre, c'est pas juste on parle et c'est vraiment on fait des trucs concrets et elle me demande de faire des trucs. Et donc voilà, bref, j'ai bien aimé l'approche et depuis, bah, on a fait quoi? Ça fait quelques mois qu'on travaille ensemble et je pense que ça m'aide beaucoup. C'est vraiment tourner vers l'action. C'est moi en général qui viens avec des problèmes que Ouais, j'ai ou ok. et ensuite on en parle et à chaque fois on a une partie où elle me donne des action items, des trucs que je dois faire, surtout sur la routine par exemple, des trucs qui aident à
que le moment du match soit moins une montagne, quoi. Ouais, t'as Et un que exemple comme c'est ça, ça. justement, où tu pourrais, un exemple particulier, un point un peu précis sur lequel vous avez travaillé et qui t'a demandé de l'aide et qu'elle elle a réussi à t'aider, ou c'est toujours en process et que... Ouais. Non, il y a plein de trucs. Il y avait un truc, je me souviens, c'était une des premières séances qu'on avait fait où je lui disais justement un peu toute la pression que je me mettais sur moi, et je lui parlais de ce qui se passait en moi, etc. Et en fait, elle avait fait un exercice, enfin pas un exercice, mais elle m'avait dit, parce que moi je parlais de moi, tu vois, en me disant, mais si j'y arrive pas et machin et tout. Et elle m'avait dit, ok. En gros, elle s'était mise à la place de quelqu'un en face de moi qui me disait la même chose que moi, ce que j'étais en train Ok. de dire. Mais c'est horrible en fait, parce qu'elle me disait, attends, mais si tu n'y arrives pas, c'est vraiment que t'es nul, c'est que t'arrives à rien dans ta vie, mais pourquoi t'as fait ce choix? Franchement, c'est n'importe quoi, nanana. Enfin, tout ce que moi je me dis à moi-même, mais elle me le disait en face, tu vois. Et pour montrer à quel point on parlerait jamais à quelqu'un d'autre la façon dont on se parle à nous-mêmes, tu vois. Ok. Et me montrer à quel Super point intéressant. je m'envoyais des trucs dans la tête qui j'oserais jamais le dire à quelqu'un d'autre. Tu me dirais que demain tu vas faire un IROC, je sais pas trop quoi, ou un Ouais. et je te dirais pas, putain, mais t'es nul, t'y arrives pas, pourquoi attends, tu fais pas ce temps-là, mais t'es nul, mais et en fait, moi, je me dis ça à moi constamment. Donc, en Mm. fait, bah, la confiance en moi, le jour du match, elle est pas là non plus, parce qu'au quotidien, je me dis que j'y arrive pas, que je suis nulle. Donc, ça, je me souviens, un des premiers trucs, et le fait que ce soit elle, soit quelqu'un d'autre qui te le dise, et pas toi. En fait, tu te rends compte à quel point tu te parles trop mal, quoi, et tu t'encourages pas toi-même et tu te laisses pas. Enfin, c'est ok de perdre, de pas y arriver, de réapprendre. Donc ça, je me souviens que c'était un des trucs qui m'avait pas mal aidé. Et après, par exemple, donc on a construit une routine avant mon match, avant mes matchs. Donc il y avait la partie échauffement qui est celle-là, c'est moi, comment moi je m'échauffe. Et tu vois, je sais qu'on avait fait un truc que j'ai demandé à ma sœur. On avait parlé, mais d'avoir des petits trucs. Toi, j'ai demandé à ma sœur, qui est la personne que je connais le mieux, qui est le plus proche de moi, etc. Elle m'a fait un petit message vocal que j'écoute à chaque fois avant mes matchs, et Ok, où elle trop me bien. dit vraiment, Céline, t'es là pour vivre ton rêve, tu as fait tout ça pour kiffer, donc maintenant tu vas sur le terrain, tu donnes tout ce que tu as. Enfin, vraiment, elle me booste en me rappelant en fait pourquoi je fais tout ça. Et je sais que je l'écoute avant chacun de mes matchs. Et il y a mon neveu aussi qui est juste après, qui me parle et qui me dit, allez, tu vas tout déchirer. Enfin, lui, il est plus dans le. Tu vois, elle est plus, on s'en fout du résultat, Dans le donne tout ce que boost. t'as. Mm. Et lui, il est, vas-y, t'es la meilleure, éclate-les tous. Et bref, c'est un tout petit truc, mais tu vois, genre, je l'ai intégré dans ma routine de Mm. match. Et ça m'arrive des fois d'être au service, tu vois, genre, je vais servir et j'ai l'impression de les entendre ou de me redire, waouh, le message, ou les moments où je me reconnecte et je me dis, c'est des petits exemples, tu vois, des trucs que j'aurais peut-être pas fait moi-même. Et je sais que c'est toujours, je sais que j'ai mon échauffement, ensuite je vais écouter mon message, ensuite on a une autre partie de l'échauffement. Et en fait, de construire une routine de manière générale, il y a plein d'autres trucs, ça permet de désacraliser un peu le moment du match, parce qu'au final, tu as l'impression que c'est encore la même chose, encore la même chose, encore la même chose. Et d'ailleurs, je pense que la pression, en tout cas pour moi, elle descend de plus en plus aussi du fait que je joue de plus en plus. En fait, c'est l'expérience. Et c'est Mm. comme ce que je ressentais dans mon travail. Quand tu commences un nouveau travail, tu as l'impression d'être nul, de pas y arriver, tu doutes de toi. Au tout début, quand je devais appeler des clients au téléphone, c'était horrible. Tu vois, je me disais, ils vont me poser que des questions, j'en sais rien. Et j'avais peur, etc. Et au final, tu le fais pendant 1 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au final, maintenant, je pourrais passer 1 heure au téléphone avec n'importe qui sans stresser. Mais c'est parce que je l'ai fait, je l'ai refait. Donc, je pense qu'avec le volley, pour moi, c'est pareil, mais je suis au début du process où il faut que je joue, je perds, je joue, je perds, je joue, je gagne, je joue, je perds. Et au final, tu te rends compte, bah, c'est juste un match, ça fait partie du process. Qu'est-ce que j'en apprends, comment je move on, enfin, comment je passe à autre chose, et ça aide. Mais ouais, je trouve qu'elle me donne pas mal. On a fait des exercices. J'ai un mot aussi que je me répète dans ma tête quand je commence à partir un peu dans tous les sens. Ou je sais que pour moi, c'est mettre de l'intensité. Tu vois, comme je te disais, Mm. j'ai tendance à me pétrifier. Et ben, c'est de me dire que pour moi, c'est ce qu'il faut que je fasse, c'est mettre de l'intensité. Comme ça, je peux pas me sentir, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai rien fait. Donc, tu peux me dire des trucs dans ma tête, ou je sais que pour moi aussi, j'essaie de toucher le sable, toucher un truc qui me enfin, qui se remet dans le moment. Il y a plein de trucs, mais je trouve que ce qui est cool, c'est d'en parler avec quelqu'un et d'avoir un peu des. Et puis du coup, elle me dit, ok, on tente ça, je le tente sur un match, un autre tournoi, et puis on reparle et on dit, bon, en fait, j'ai pas du tout pensé, j'ai complètement zappé, ou j'ai pas réussi, et ok, bah comment on pourrait faire. Et en fait, t'as quelqu'un avec toi qui t'aide, donc ça t'aide, je trouve, beaucoup. Ouais.
Surtout que tu me disais tout à l'heure qu'il y a pas vraiment de coach, Non, on donc n'a pas de coach, ouais. donc si vous avez pas de coach, en TA, ça peut être c'est une personne «tierce» entre guillemets en plus qui fait pas de volley, ça se paie, Ouais. même si c'est une athlète de haut niveau aussi, et en fait, comme c'est une personne extérieure, je pense qu'elle permet d'avoir pas mal de recul et puis toi, ça va te faire du bien aussi de pouvoir un peu parler de tes craintes, et de parce que je pense que vous parlez beaucoup de ça. Après, est-ce que vous parlez aussi je pense que aussi de peut-être de rappels de réussite, choses comme ça, que vous devez parler ensemble sur des ancrages positifs, sur tiens, mais regarde, ça, tu vois, ça, tu le fais super bien, et donc rappelle-toi de ça quand tu. C'est Ouais. intéressant ce que tu disais tout à l'heure de se rappeler dans la réalité avec toucher le sable, etc. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses aussi qui te rappellent pour Ouais, bah, pouvoir. je sais plus si c'était avec Antea qu'on en a parlé, mais je sais que ce que j'essaye de faire, c'est avant les matchs aussi de regarder je prends pas mal de vidéos quand je joue, Mhm. et du coup de regarder des trucs que je fais bien en fait, ou un match où j'ai bien joué, Ok. ou des trucs comme ça. T'as tout de la visualisation aussi, de te Mhm. voir en train de bien jouer, d'être vraiment dans le moment, de me déplacer bien, etc. Je sais que ça, je le fais pas mal, j'essaie de regarder des vidéos, j'essaie de faire des petits clips de vidéos quand il y a des vidéos d'un match ou des passages, hein, parce que c'est jamais, tu joues pas super bien tout un match, mais j'essaie de me faire des petites vidéos, comme ça je les regarde avant et ça te rassure aussi, tu vois, de dire, bah, je sais jouer, entre guillemets, ça va pas se, il faut juste que ce moment, en fait, soit le corps qui reprenne le contrôle et il sait ce qu'il doit faire et justement que ma tête, elle vienne pas le faire douter parce que je sais ce que je dois faire. Mais c'est le moment où dans mon cerveau, je pense à dire merde, j'ai déjà raté 2 points et j'y arrive pas, pourquoi je saute pas bien aujourd'hui, hein. Et là, ça part dans un, faut réussir à stopper et je sais pas si c'est peut-être pas dans tous les sports pareil, mais parce que ouais, c'est vraiment un sport d'erreur et c'est très un point à la fois, je sais pas. Mais non, c'est sûr que ça aide. Et puis, toi, c'est pas grave ouais, que sa spécialité soit pas du volley, parce que du coup, elle me donne des trucs qui peuvent venir d'autres sports. Elle est pas Et ça, biaisée, ouais. je trouve ça Mhm. pas gênant. Et puis, c'est rare en plus de trouver un préparateur physique, mental, pardon, qui est vraiment que pour un sport en particulier, surtout un petit sport, Oui, c'est vrai. Ouais. un pain. Et donc, ça, c'est pas gênant. Mais ouais, moi, de manière générale, s'il y a des gens qui se demandent, tu vois, s'ils devraient le faire ou pas, je trouve que c'est vraiment à tester. Et ça marche pas forcément avec tout le monde, mais c'est trop cool de se faire aider et c'est bien, en fait. Et c'est normal, tu vois, genre, d'avoir, enfin, de douter ou d'avoir du stress. Moi, je pense que j'en ai beaucoup, peut-être que les gens en ont moins. Mais de manière générale, c'est parce que c'est important pour nous, c'est normal, Ouais, bien on sûr. s'entraîne. Mhm. Et du coup, comme c'est tellement important, bah, ça devient une source de stress et il faudrait juste à réussir à le contrôler. Et aujourd'hui, même la plupart de mes matchs, mon objectif, c'est de voir justement comment je me sens et si j'arrive à mieux contrôler tu vois, ce stress. Par exemple, je sais que je vais stresser, mais est-ce que j'arrive à en sortir de de ce passage vraiment où je suis dans le dur au bout de 10 points ou au bout du deuxième set, tu vois, et de réduire un Mhm. peu. Je sais que ça va arriver parce qu'encore une fois, c'est un moment important pour moi, surtout quand c'est des tournois internationaux, j'en ai pas tant que ça. Encore, c'est des gros moments importants pour moi, donc je sais que ça va arriver, mais comment je le gère? Est-ce que je le gère mieux que la dernière fois ou pas? Et donc c'est Ok. intéressant de comparer aussi. C'est plus une question pour Antea, mais peut-être que tu auras ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu penses que en fait, toi, en étant athlète de haut niveau, bah, tu tires des bénéfices d'être avec une préparatrice mentale? Est-ce que des gens, j'allais dire lambda, c'est pas être péjoratif, mais des gens qui sont pas athlètes de haut niveau pourraient en retirer aussi des bénéfices de par coaché par une préparatrice mentale, tu penses? Bah, moi, je pense que tout le monde devrait aller voir une psy déjà de base. Je trouve que j'ai vraiment, mais Ouais, encore je une suis fois, je d'accord, je pense suis que c'est mon d'accord. côté Mmh. d'avoir vécu dans des pays anglo-saxons où encore une Mmh. fois, c'est complètement normal, il y a Des rien trucs à de, améliorer, ouais. Mmh. ouais, tous. Et en fait, tu peux en parler à tes potes, à ta famille, mais au final, ce sera jamais pareil. C'est bien d'avoir quelqu'un extérieur et à qui tu peux dire peut-être plus que quand c'est tes parents, ta famille, tes potes. Enfin, pour moi, c'est d'en parler, c'est toujours bien. Donc, de manière générale, tu vois, même si c'est pas de la performance sportive, je pense que c'est toujours enfin, c'est bien. Et souvent, Mmh. c'est des gens qui te donnent en plus un peu des clés. Tu vois, genre parler pour parler, ok, cool. Mais moi, en tout cas, qui suis vachement dans l'action, j'aime bien. Il faut trouver la bonne personne. Mais pour moi, qui aime bien, par exemple, l'action, bah, je trouve ça chouette d'avoir c'est des trucs que je peux faire. Tu vois, que je sais pas comment dire, mais oui, c'est vraiment, je repars avec une liste de trucs sur lesquels je peux travailler, qui sont concrets. C'est pas, Mmh. on parle pas juste, OK,
que c'est des habitudes d'années et d'années et d'années qu'il faut essayer de changer. Donc forcément, ça se fait au quotidien. Tu vois, de plus en plus, quand je me parle moi-même mal, bah, je m'en rends compte, tu vois, alors qu'avant, je me rendais pas forcément compte. Je me dis, oulala, mais là, je m'en suis mis plein la gueule. Euh, et je m'en rendais pas forcément compte que en fait, c'était contre-productif parce que dans les moments où tu as besoin d'avoir confiance en toi dans ces moments-là et tu peux pas être toujours en train de te sous-estimer. Donc non, moi je conseillerais, carrément et puis enfin, de le tenter au moins et je pense qu'il y a pas besoin d'être, à haut niveau. Je pense que c'est surtout si on voit que ça c'est un blocage dans notre sport. Tu vois? L'exemple de moi qui est à l'entraînement, ça se passe bien et au moment du match, je me stresse. Tu vois? Tu peux voir des petits trucs comme ça dans ta vie et d'ailleurs ça peut être pas forcément que dans le sport, ça peut être, si tu dois faire une présentation devant ton boss et tu perds tes moyens, c'est la même chose. Tu dois présenter devant des gens et là, ça te stresse et tout ça. Ou je pense qu'on a tous enfin pas tous d'ailleurs, mais je pense qu'on peut tous en bénéficier, c'est sûr. Et même les gens qui ont super confiance en eux, il y a peut-être déjà, est-ce qu'ils ont vraiment tant confiance en eux que je sais pas, mais il y a peut-être plein d'autres trucs sur lesquels tu peux bosser. Moi, je bosse beaucoup sur la confiance en moi parce que je sais que c'est un des points des fois, j'y crois pas en moi. Donc, si tu peux pas ne pas croire en toi et y arriver, entre guillemets. Donc, ça, c'est vraiment personnel. Et c'est le truc où vraiment je veux le plus bosser. Parce que même mon entraîneur au volley me dit, moi, j'ai peur de faire des erreurs. Et c'est quelque chose sur lequel il faut bosser aussi parce que je joue à un sport d'erreur. Donc, je vais faire des erreurs. Et si je tente pas ça, enfin, si tu tentes pas, bah, tu vas jamais t'améliorer. Donc, cette peur, par exemple, de mal faire, c'est un truc qui est en moi parce que je suis comme ça dans ma vie, dans mon travail, très perfectionniste, à vouloir bien faire. Mais ça marche pas forcément. Là, dans mon sport, bah non, il faut que j'arrive à être OK à faire des erreurs, mais à tenter vraiment. Parce que sinon, je suis tout le temps à 50-60% de ce que je pourrais faire. Et en plus, c'est marrant, parce que, enfin, c'est marrant, je sais pas si c'est marrant, mais c'est plus une expression, mais parce qu'en plus, tu prends des gros risques. Ouais, dans Alors, ma vie. après, Ouais, la bien sûr. question, est-ce que c'est après, au final, est-ce que c'est tant des gros risques que ça, ce que tu as Mmh. fait, ou est-ce que, comme on disait tout à l'heure, bah, tu étais persuadé de ce que tu faisais à chaque fois, et donc, au final, ça devient plus un risque, parce que peut-être qu'autour de toi, c'est perçu comme quelque chose de risqué, les gens, en te regardant, en Mmh. t'écoutant, mais toi, peut-être que tu le perçois moins comme un risque et plus comme une opportunité d'apprendre, de changer. Et là, par contre, de prendre un risque d'envoyer le ballon là, de servir à la cuillère plutôt que de se matcher, d'essayer de tenter de faire un smash, bah, juste de toucher le ballon, etc. Une décision sur l'instant qui est est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça. Euh, et c'est vrai que ça paraît paradoxal comme ça, mais je pense que dans ta grosse prise de risque, c'est un peu différent quand même. Je sais pas ce que tu en penses de ça, mais Ouais, non, mais carrément, et c'est drôle parce que je lis un livre en ce moment, ça s'appelle The Confident Mind, et il dit justement, et c'est vrai que t'es pas, t'as pas confiance en toi, t'es pas, tu vois, genre tout le dans temps. tous les aspects de ta Ouais, vie. ouais, bien sûr. Et ça peut être, par exemple, dans la partie boulot, j'ai peut-être plus confiance en moi, mais aussi parce que je viens avec 10 ans d'expérience. Tu m'aurais parlé il y a 10 ans, c'était une autre personne, bien sûr, Mmh, évidemment, c'est normal. mmh. Et par exemple, dans tes relations, tu peux être quelqu'un de hyper confiant, tu as beaucoup confiance en toi dans un domaine, pareil au boulot. Par contre, dans tes relations personnelles, bah, tu te fais marcher dessus ou tu n'arrives pas à bien communiquer. Ou il y a plein de trucs, en fait, et c'est rigolo. Enfin, il dit vraiment, et je pense que c'est vrai, que c'est un peu compartimenté et c'est pas parce que tu as confiance en toi dans un domaine que tu as confiance dans un autre. Et pour moi, je pense vraiment que ça se construit sur l'expérience. Il n'y a pas grand-chose qui peut remplacer l'expérience. Ouais, Tu c'est peux clair. bosser ce que tu veux. Mais je pense que si je fais 5 ans ou 4 ans, là, si dans 4 ans, j'ai fait que des tournois internationaux tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans 4 ans, quand je te reparle, je me dirais, bah oui, c'est, euh, c'est plus normal, tu vois. Enfin, je sais pas, c'est le fait d'en avoir fait plein où je me serais dit, je pense que ça commencera à devenir normal et que ça devient moins stressant pour moi, etc. Je pense que, mais dans tous les domaines de la vie, c'est l'expérience qui fait que ça devient moins une montagne, un truc qu'on Ouais. doit faire. Si tous les jours tu dois présenter devant 1000 personnes, au début tu vas être pétrifié, etc. Et peut-être que dans un an, tu diras, oh là, je présente devant 10 000 personnes, ça me fait rien, quoi. Ouais, Donc, c'est ce qui va faire aussi. Après, je pense que la préparation mentale, ça peut être un déclencheur et c'est surtout un accélérateur. C'est-à-dire que toi, quand tu seras à ton 10 millième match de beach volley, bah, tu auras peut-être beaucoup plus confiance en toi. Tu sauras de quoi tu es capable exactement et tu prendras ça avec beaucoup plus de légèreté, entre guillemets, même en gardant le focus.
Et là, en fait, d'être avec Antea, avec un préparateur mental, le fait qu'elle te parle, donne des routines, ça c'est un accélérateur, elle permet d'arriver à ton plein potentiel, je pense, plus rapidement que ce que l'expérience prend du temps, quoi, mine de rien. Et donc, Ah tu oui, as mais bien forcément sûr. besoin d'avoir du temps pour pouvoir faire les choses, quoi. Donc, Ouais, et c'est puis un ça vrai va être accélérateur. l'expérience liée au fait que, ouais, elle me donne plein de conseils et de trucs que Mm. je tente sur chaque truc. Et donc peut-être que au bout d'un moment, et encore, je pense que t'as toujours, il y a un truc, c'est comme dans le volet, à chaque fois, j'ai l'impression que, ah, bah, ma passe, maintenant, c'est bon, je le maîtrise. Et puis au final, en fait, c'est un autre truc. En fait, c'est en continu, ça s'arrête jamais. Malheureusement, c'est pas genre, ça y est, j'ai confiance en moi. Maintenant, je vais avoir toujours confiance en moi. Non, malheureusement, c'est un truc que tu travailles, c'est un muscle aussi, C'est le clair. cerveau. Et Mm. c'est ça, ce qui était un peu intéressant dans ma transition et dans mon challenge, c'était que vraiment, je m'étais dit que j'allais devoir entraîner mon corps le plus possible. Tu vois, dans ma tête, c'était, fallait que j'aille à la muscu tous les jours, m'entraîner tous les jours. Enfin, c'était vraiment essayer que mon corps devienne une machine, entre guillemets, et j'avais pas du tout pensé à la partie mentale. En tout cas, pas à ce point-là, tu Pas tout vois. de Et au suite, en final, plus. Ouais. Mm. pas tout de suite, c'était pas le Mm. premier truc, tu vois. Je Ouais. m'étais dit, bah, il faut, comme on disait, tu vois, c'est un sport hyper cardio, fallait que je sois le plus fit possible, que je cours hyper vite dans le sable, blablabla. Et au final, tu vois, rapidement, je me suis rendu compte que, waouh, en fait, évidemment que la partie physique, c'est C'est primordial, obligé, bien quoi, sûr. Mm. elle est primordiale. Mais en fait, j'avais complètement, tu peux avoir, en fait, c'est vraiment les deux ensemble. Tu peux pas être super bien physiquement et prêt techniquement, etc., mais tu as zéro confiance en toi, bah, ça marche pas. Et au contraire, tu as hyper confiance en toi, mais techniquement, et tu n'y arrives pas. Bah, en fait, c'est vraiment et j'avais carrément sous-estimé la partie mentale, vraiment. Pour moi, c'est la grosse découverte de Ok. cette aventure. Trop Et du bien. coup, ouais, c'est trop bien d'être aidé. C'est vraiment quelque chose que je connaissais pas. Pourquoi le cerveau il pense dans tous les sens, comment ça marche, comment on peut le calmer, la respiration, la visualisation, la méditation. J'avais jamais fait et je connaissais rien. Et donc, pour moi, c'est vraiment tout un domaine où j'apprends et j'adore apprendre avec Antia. C'est trop cool et je pense que c'est bien de se faire aider. Ouais, c'est clair. Je suis complètement d'accord. Je voudrais te poser encore deux petites questions. La Yes. première, c'est est-ce que tu pourrais nous partager une semaine type, euh, très simplement, évidemment, pas heure par heure, mais un petit peu à quoi Ouais. ça ressemble ton quotidien, tu vois, une semaine où avec les entraînements, euh, quand est-ce que tu t'entraînes, la prépa physique, à quel moment tu la mets, etc., etc. Ouais. Ouais, en gros, je m'entraîne, ça a changé selon les endroits où je suis, etc. Mais de manière générale, donc je m'entraîne au volley tous les jours, à peu près 2 heures. Donc, Ok, en général, le matin. Et j'ai fait plusieurs. Bref, je fais à peu près 2 heures de volley par jour, donc du lundi au vendredi, sauf si j'ai un tournoi où je dois me déplacer plus ok, loin. Vendredi, des fois, il saute, donc 4 ou 5. Et ensuite, la prépa physique, à peu près 3 fois par semaine. ok, Par exemple, ça peut être lundi, mardi, jeudi, parce que ça dépend si je suis pendant la saison ou pas la saison. Le beach volley, en gros, on va dire, c'est de avril à septembre. J'ai des tournois plus ou moins tous les week-ends, l'été, quoi. Et ensuite, c'est un peu moins, j'ai moins de tournois. Après, les tournois internationaux, il y en a à peu près toute l'année, mais pareil, il y en a beaucoup, beaucoup pendant cette période-là. Et ouais, ensuite, par exemple, il y en a beaucoup moins. Donc ouais, on va dire qu'au quotidien, c'est plutôt ça. Et ce que j'aime bien, c'est essayer de. Moi, j'aime bien essayer de faire le max le matin, tout ce qui est la partie physique, parce que je sais pas, j'aime bien avoir un gros bloc et que ensuite, toi, j'ai check et j'aime bien que ce soit le matin. Dès que c'est l'après-midi, pour c'est fait, moi, c'est réglé. Ok. c'est plus compliqué, ouais. Et d'ailleurs, avec ma partenaire avant, bref, on faisait la muscu. On commençait par la muscu, on a fait ça pendant un moment, on faisait 1 heure de muscu le matin et ensuite on allait au volley. Donc en fait, une fois que tu vois, t'as pris ta douche, tu t'es baigné, parce qu'on est à la plage quand même, ou bref, t'es rentré, bah t'as fini la partie physique. Donc voilà, j'essayais beaucoup de faire ça le matin. Ensuite, je mange et l'après-midi, je me laisse pas mal de temps pour avancer sur plus les projets un peu perso. Enfin, soit c'est la recherche de sponsors, ou soit j'essaie justement je fais des conférences en entreprise. J'essaie de trouver un peu des moyens, Ok. on va dire, à moi pour essayer de trouver des sponsors ou de l'aide. Ou moi, juste, j'ai aussi fait un peu de consulting à un moment pour une autre boîte. Donc, en gros, l'après-midi, je me donne au moins 3-4 heures où je bosse, tu vois, genre là, on fait un podcast où je sais que ça va être des heures un peu plus de travail. Et après, sur la partie
mental, j'essaie de plus en plus. Avant, je faisais ça, peut-être pas, j'avais une session avec un préparateur mental une fois par mois. Et du coup, j'essaie que ça soit plus au quotidien. Donc, je lis pas mal. En ce moment, par exemple, je lis un livre, j'essaie de lire à peu près 1 heure par jour pour avancer là-dessus. Ou alors, j'ai une session de prépa mentale après avec un PA. J'essaie de faire quelque chose pour mon mental aussi à peu près 1 heure par jour. Et voilà, au final, la journée, elle est déjà presque finie parce que j'essaie de me coucher assez tôt aussi. C'est pas très compatible avec une vie sociable. Avant, j'étais super sociable, enfin, tu vois, aller dîner le soir et tout. Maintenant, je sais que à 8-9 heures, je suis dans mon lit et il faut que je dorme quand même pas mal pour pouvoir enquiller le lendemain. Donc au final, ouais, ça passe hyper vite. En gros, je commence mes entraînements à 8 heures, vers 13-14 heures, j'ai mangé, douché, je fais 3-4 heures de boulot. Ensuite, je refais un peu de prépa mentale ou étirement, etc. Un truc un peu plus soft. Et ensuite, je vais me coucher et je recommence. Et ça répète quoi. Et ça répète Et tous ça les jours. répète. Ok. Ouais, ça Ok, répète trop tous bien. les jours, quoi qu'il Ok. arrive. Voilà. Et après, ouais, maintenant, les tournois, tu vois, là, j'ai un tournoi ce week-end où je pars le vendredi soir. Donc, après, je m'adapte. Par exemple, pour la prépa physique, bah, en ce moment, on fait plus en début de semaine, plus de charges et en fin de semaine moins, parce que ça sert à rien pendant la saison, ça sert à rien toi, de pas pouvoir bouger mes jambes le jour du tournoi, Ouais, tu vois, c'est plus ça du sert à rien. maintien que du développement, quoi. Que Ouais. tu Et bossais. après, voilà. Ouais. Dernière petite question. Si tu pouvais maintenant, avec le. Alors, on n'est pas au bout du chemin et il reste encore, j'espère, beaucoup d'années pour toi pour pouvoir atteindre justement le plus haut niveau. Mais si jamais tu pouvais, euh, je dirais, reparler à Céline qui était il y a juste avant que tu prennes cette décision-là ou plusieurs années avant, tu, tu, tu donnerais des conseils ou est-ce que tu dirais, OK, je touche à rien et je laisse comme c'est? Et je change. Euh, Bah, je lui dirais de foncer, ça c'est sûr. Genre, maintenant, en plus que je le vois de l'autre côté, parce que le problème, c'est que avant de sauter, enfin, avant d'y aller, on sait Mhm, pas du tout ce bien qu'il va y sûr. avoir de l'autre côté. Donc, c'est toujours, même de manière générale dans la vie, c'est toujours plus facile de parler en arrière et de Bien dire, bah sûr. oui, évidemment, c'était la bonne décision. Mhm. Mais quand on est dans le moment et qu'on se demande vraiment, je pense que ce que j'ai fait, c'est de vraiment me poser toutes les questions, de prendre mon temps, tu vois, ouais, de vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps. Et je pense que c'était bien parce que, comme je te disais, quand je te disais que je me suis convaincue que c'était vraiment enfin, que je me tirais pas une balle dans le pied, que c'était quelque chose qui allait m'apprendre plein de choses, etc. Ça a été tout ce moment, en fait. Je pense que si j'avais enlevé ce moment d'introspection, de qu'est-ce que je veux vraiment faire, qui je veux vraiment être, qu'est-ce qui me fait vibrer, etc. Si j'enlevais ça, donc j'aurais pu commencer plus tôt, mais en même temps, peut-être que ça aurait été une histoire différente. Donc, non, à part dire vas-y, fonce, ça, prends pas de risque, hein, tout ce que je me suis convaincue, je pense Yes. que c'était une partie importante et ça fait partie de mon process et de comment ça s'est passé. Donc, je changerais pas grand-chose. J'aurais évidemment aimé commencer plus tôt et j'ai toujours l'impression de pas avoir assez de temps et que j'ai plus de temps donc j'aurais voulu le faire plus tôt peut-être. Mais c'était important d'avoir cette période de remise en question et d'être sûr en fait que c'est ce que je voulais faire. Aucun regret. Aucun Bah, regret, c'est. ouais, c'est vraiment, c'est un peu je sais pas, pour moi, c'est même la raison numéro un de ce que je fais, c'est de pas avoir de regrets. Ouais. Donc, et je pense que c'est vraiment une bonne question à se poser. Tu vois, s'il y a des gens qui écoutent et qu'il y a quelque chose peut-être qui les titille depuis quelques années, etc. Pour moi, c'est vraiment ce truc. Est-ce que je vais regretter? Est-ce que si je le fais pas, je vais regretter? Et s'il y a une once bah ouais, Le peut-être. doute, ouais. Mm. Ouais, bah pour moi, c'est Mm. que déjà, c'est un énorme un voyant. Faut que je creuse, quoi. Parce que si, tu vois, genre, moi, je me disais vraiment, genre, si je me vois plus vieille avec mes petits-enfants et tout, et de me dire, ah, tu vois, le seul truc que je regrette un peu, c'est de pas avoir essayé de pousser ça et machin, et ça, tu vois, te dire, est-ce que ça pourrait être un regret dans ma vie? Bah, il vaut mieux le faire, en fait. Parce qu'au moins, ça en sera pas un. Donc, pour moi, c'est ça. Mais j'ai 100%. tendance à être quelqu'un Mm. qui regrette beaucoup ou qui regarde en arrière et tout. Ça dépend des gens. Mais je pense que si c'est quelque chose où vraiment tu te poses et tu te dis, tu vois, genre, ah bah si je fais pas ça, si je construis pas, je sais pas moi, une famille, si j'ai pas acheté ma maison, ou si j'ai pas fait ce business, si j'ai pas
et ben c'est quelque chose quand même qui me restera en travers ou que je Bien regretterai, sûr, bah, je pense qu'il faut y bien aller à sûr. fond et tu peux toujours revenir en arrière, toujours. Pour moi, il y a pas de en vrai, je pense que c'est vraiment changer sa mentalité, c'est pas un risque, c'est une opportunité et d'ailleurs en anglais, on we take opportunity, on prend pas enfin, tu vois, genre, j'ai l'impression que c'est vraiment un mindset qu'il faut réussir Mmh. à changer et je sais que tout le monde a évidemment, oui, mais moi j'ai des enfants, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi j'ai truc. Il y a toujours, hein, c'est pas je sais que c'est difficile, etc. Mais si c'est quelque chose vraiment en soi et qui est vraiment en nous et qu'on voudrait pas, tu vois, on serait pas OK avec nous-mêmes si on l'a pas fait, bah, je pense qu'il faut y aller et on peut pas regretter et on peut toujours revenir en arrière. Et d'ailleurs, je pense qu'on veut pas revenir en arrière, mais ça rassure de se le dire. Et voilà. Enfin, je pense qu'il faut y aller, foncer. Et au pire du pire du pire, on a appris plein de trucs sur soi-même, on a appris Mmh. d'autres choses, on a rencontré d'autres personnes et du coup, de toute façon, c'est pas un échec. C'est ce que je 100%, pense. 100% d'accord, magnifique. Bah, écoute, on va terminer cette belle phrase, c'est top. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup, Bah, c'était un merci. vrai plaisir de pouvoir, discuter avec toi. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Je pense que ça va, est-ce que ça va permettre à des gens de passer à l'action? On verra, mais en tout cas, Je sais pas. ça en tout cas, ça montre que c'est possible et Ouais, de pas avoir de regrets, et qu'on ouais. peut je jeter les 2 pieds dans le plat et réussir donc c'est top. En tout cas, moi, je te souhaite, bah, déjà le meilleur à court terme pour le week-end, pour ce week-end Merci. et puis sur le long terme, j'espère que tu arriveras à atteindre, tes objectifs, même si pour l'instant ils sont juste de pas avoir de regrets et te donner à 100 et je pense que c'est ce que tu fais donc en tout cas, c'est super inspirant même pour moi et puis pour les gens qui vont écouter. Donc merci pour tout et puis, Bah, merci à toi à de bientôt m'avoir invitée. Yes. avec grand plaisir. Salut Céline. Ciao. Bye. Cet épisode est maintenant terminé. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour liker cet épisode, laisser un commentaire et partager à tes amis pour inspirer un maximum de personnes grâce à ce podcast. À bientôt et à très vite pour le prochain épisode.